Aujourd'hui, ce qu'ils appellent peut-être la productivité, c'est de rentrer dans les clashs. Ouais. Fisba vient de m'appeler, je viens d'arriver. Le Brasban Ovan me dit, mais il m'a clashé, nana. Anciennement connu sous le nom de Snake, ce rappeur venimeux dans le game a fini par troquer les crochets du serpent pour un cœur blanc. J'ai rien d'un artiste, rien du tout. Il animait les journées culturelles et c'est là devant tout le monde, il m'a dit, écoute, toi tu rappes tout le temps dans la chambre, donc tiens le micro et puis commence à rapper. La musique, c'est comme une parfumerie. Une fois qu'elle te passionne, il te restera toujours une odeur. On connaissait rien du showbiz. Tu t'attendais même pas à des cachets en fait. La révélation de talent underground, la promotion de tout ce qui bouge dans le showbiz béninois. Ok, ça discute de quel sujet aussi. Nous on dit non, nous on est en roue libre, on parle comme ça. C'est comme ça que le nom est né. Tu peux être minable, mais si tu es actif, tu es déterminé, tu es motivé, moi je te donne ta chance. Ouais. À un moment, il va falloir que tu prennes des mauvaises décisions qui vont te faire en fait monter au sommet. Cœur blanc. À l'époque où on faisait Balou, il y avait peu de gens qui pouvaient impressionner. En 2 heures de temps, tu vas passer tous les hip-hop béninois. Tu es dans des clashs alors que tu ne rappes même plus. C'est à partir de cet épisode que j'ai commencé à garder des captures d'écran de tout le monde. Dans 5 ans, on va faire ce que Radies a fait. Cotonou Boy Show. Ladies and gentlemen, Oyadambe Nasty Nesta, mes amis m'appellent Daniel, cause I sleep where the lions eat. Alors, la musique, c'est comme une parfumerie. Et une fois qu'elle te passionne, même quand tu sors de là, il te restera toujours une odeur. Même si tu ne rappes plus, même si tu ne chantes plus, tu vas toujours y avoir un pied d'une manière ou d'une autre. On n'en vit pas forcément, mais elle fait partie de ta vie. C'est exactement le cas de mon invité du jour, anciennement connu sous le nom de Snake. Ce rappeur venimeux dans le game a fini par troquer les crochets du serpent pour un cœur blanc en adoucissant la forme de sa musique en devenant chanteur, lover, avant de raccrocher le micro pour se consacrer pleinement au showbiz béninois. Aujourd'hui, il est une figure incontournable, il est analyste, chroniqueur, directeur artistique avec son propre média, Radio Roue Libre. Son terrain de jeu, la révélation de talents underground, la promotion de tout ce qui bouge dans le showbiz béninois. Vous l'avez sûrement compris, il s'agit de Cœur Blanc. Aujourd'hui, on va retracer son parcours, de son premier contact avec la musique jusqu'à la création de Radio Roue Libre, sans oublier l'épisode Balou qui a beaucoup fait parler en fin d'année dernière. Ce live qui a retracé l'histoire du rap béninois et qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Restez bien jusqu'à la fin et bienvenue dans le Cotonou Boy Show, Cœur Blanc. Bonjour, bonsoir Nasty. Comment vas-tu? Ça va super bien. Ça fait plaisir de t'avoir. Toujours, c'est un plaisir partagé. Et ça fait longtemps qu'on a envie de faire cette émission. Effectivement. T'es de passage au pays, donc il fallait qu'on le fasse. Merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie aussi pour l'invitation. Voilà. C'est normal, c'est la MIF. C'est la MIF, c'est la famille. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui le savent, mais on a été vraiment proches. Ils savent. Ils savent. Ils savent. Ok, donc il faut le rappeler. Ouais. Donc ça fait vraiment plaisir de te recevoir. De retrouver mon ancien producteur, voilà. Oh. Oui, bon, voilà. On va en parler. Ouais. Et alors, aujourd'hui, on te connaît sous le nom de Cœur Blanc, mais qui es-tu à l'état civil? À l'état civil, bon, je le déclare très peu, mais c'est Wessou Jean-Brice. Ok. Voilà, comme je me présente parfois, le fils du professeur Wessou, voilà. Ok. Et voilà, j'ai fait des études de diplomatie par contre. Okay. Diplomatie et relations internationales, voilà. Et ensuite, j'ai fait des études de droit. J'ai fini à l'état civil, j'ai fini en tant que conseiller clientèle surtout. J'ai opéré pendant des années en tant que conseiller clientèle. Et voilà. Mais toujours avec le rap à côté. Oui. Mais si on enlève la musique, quel genre d'enfance tu as eu? Comment tu arrives jusqu'à la musique? Dans quel environnement tu nais, tu grandis? Bon, moi, naturellement, je ne suis pas né dans un environnement super musical. Je suis né dans un environnement où c'était... faut que tu étudies. Ouais. Si tu étudies, professeur, voilà. Si tu étudies, tu as les meilleures notes, tu me dis ce que tu veux. Et généralement, ce que je voulais, en fait, c'était tout le temps accroché à de la musique et tout. De toute façon, mon père, il écoutait aussi beaucoup de musique, surtout, en fait, de la soul, dans le temps, etc., etc. Ma maman, elle en écoutait. Nous, dans notre temps, c'était les télévisions blanc-noir. Donc, du coup, moi, j'étais vraiment accroché à la musique de temps en temps. Et quand j'étais premier de la classe, on me disait, ok, d'accord, tu veux acheter quoi? Je dis, ok, d'accord, moi, je veux la cassette, il y a tel son, tel album qui est sorti, je voudrais écouter. Donc, moi, elle m'a pris un gros magnétoscope avec un gros casque. Quand j'étais gamin, ça, c'était peut-être 4 ans. Elle m'en a pris.
Donc, du coup, à chaque fois que j'étais premier, on m'a amené à Ganrila. Ok, On m'achetait des chez cassettes. les vendeurs de Exactement. disques qu'il y avait à l'époque, Exactement. là, ouais. Tu vois, donc on m'amenait là-bas, on m'apprenait les nouvelles cassettes, etc., que ce soit de Côte d'Ivoire, que ce soit du Congo, etc. Donc c'est comme ça que je me suis vraiment très vite accoutumé à la musique. Ok. Et après, je me rappelle, dans ma putain d'enfance, j'étais très accroché à une émission Star Music de Steve De Fassia. Steve Fassia, Je ouais. faisais les samedis soirs et voilà, c'est comme ça que je suis rentré dans la musique à fond, j'écoutais beaucoup, beaucoup. Mais je ne savais vraiment pas que j'allais arriver au rap. Voilà. Ouais, ouais. Et ton enfance ressemble à quoi? Bon, il y a des indices. Tu étais une tête à l'école, apparemment. Ouais, ça, Ouais. j'étais une grosse tête à l'école, mais j'étais très très petit. Mhm. Donc en plus d'être, comment appelle-t-on, tout le temps terminé premier Ouais. et tout, j'étais très petit, donc du coup ça me valait des moqueries à la fois. Ouais. Mais à la fois, en fait, les gens me regardaient, ah, le gars là, faut que tu bosses comme lui. Ouais. Je me rappelle, il y a 2 ou 3 jours, il y a quelqu'un qui mettait en commentaire sur Facebook. Tu sais, quand nous on était gamins, nos grands frères nous disaient, c'est lui, tu dois regarder, regarde lui, il est petit, il travaille très bien à l'école et tout et tout. Après, j'aimais pas trop, Ouais. parce qu'à la fois, c'est-à-dire, moi, on me forçait tout le temps à me surpasser à la maison, je n'aimais pas. Et au dehors, les gens me regardaient comme, oui, tu vois, il a d'excellents résultats. Les gens me comparaient souvent à leurs enfants. Ouais. C'était un peu désagréable. Mais Ouais. j'ai eu une très belle enfance, je pense. C'était à Cotonou? Non, c'était pas Ok. moitié à Cotonou. J'ai fait Aïdjedo ici, Ok. le Jericho. Et ensuite, je suis parti à Boyko où j'ai fait vraiment mon cursus. Après, j'ai fait Comé, Ok. un internat à Comé vite fait. Je suis revenu. Mais toute ma grosse enfance, ça a été à Boyko. Ok. Et contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas forcément un gros village parce que nous, on avait comme modèle Cotonou. Donc, toutes les informations revenaient des gens qui revenaient de vacances et qui venaient nous voir, ou soit ceux qui étaient rapatriés de Cotonou sur Ouais. Boyko, ils nous racontaient des histoires. Donc, on était vraiment informés. Ouais. Et c'était au même titre que Cotonou. Sauf que nous, on n'avait pas LC2. Ok. Ouais, D'accord. on n'avait pas LC2, on n'avait pas Golf, on n'avait que juste le RTB. Voilà. Ouais. Bah, Boycon, on dirait que c'est une ville de talent quand même. Ah ouais, ouais. Bah, Opa vient de Boycon. Pas aussi, Nicotine vient de Boyko. ouais, Nicotine de vient Boyko. ouais. Qui encore? Il y en a Ouais. un tout plein quand même. Ouais. Pas beaucoup, Ouais. mais des gros talents quand même. Ouais. Ok, bah, donc ton adolescence, tu la passes à Boycon Exact. et c'est pour l'université que tu reviens à Cotonou. Exactement. C'est ça. Mais je me suis toujours demandé quand je traverse le pays, bon, je sais que ça, c'est vraiment une pensée de merde, entre griffes, de citadin. Mais quand je passe dans les villes à l'intérieur du pays, je me demande toujours, un jeune, un adolescent, ici, ça va être quoi ces loisirs? Parce que je pense que déjà, nous, de notre génération, il n'y avait pas de loisirs tant que ça à Cotonou. Donc, à l'intérieur du pays, c'est quoi les loisirs dans une ville comme Boycon quand tu es adolescent? Le souci, c'est que je ne peux pas te raconter parce que j'ai quitté Boyko en 2006. Donc, Ok. dans la période, déjà, je te dis de base, c'est quoi nos loisirs? C'est pratiquement les mêmes. Quand on était gamin, on jouait au foot dans la rue. Ouais. C'est ce qu'il y avait. À part ça, on pouvait aller voler, regarder les films dans ce qu'on appelle en fond vidéo, pas, mais tu vois. Ouais. On pouvait aller regarder les films là-bas. Quand on a grandi un peu plus qu'on était au collège, nos loisirs, c'était aller au terrain de basket, regarder les matchs de basket et tout et tout. À part ça, qu'est-ce qu'on faisait de plus? Pas grand-chose aussi. Hein. Ouais. Après, on avait de la musique, il y avait les journées culturelles, les mercredis soirs dans les collèges où Ouais. il pouvait y avoir du foot, etc., mais pas de grosses activités. Ouais. Aujourd'hui, c'est un peu comme Cotonou, Ouais. mais c'est pratiquement la même chose. La même chose. On n'avait pas de village de Noël, rien du tout. Je pense qu'il n'y en Ouais. a jamais eu là-bas et tout. Ouais. Voilà. Ok. Et le contact avec la musique, bon, tu as toujours écouté de la musique. Quand est-ce que tu t'es dit, bon, je vais toucher à ça? Je pense que c'est à partir de la classe de troisième Ok. où c'est les premiers trucs qui m'ont touché, c'est R&B de rue de Matt Houston. Houston. Et je voulais interpréter. Je me rappelle, Ok. j'étais gamin, j'avais un On faux est dans swag. les années 2000. ouais, hein. 2000 ça, et c'est tout. sorti en 2000, 2000. Exactement. 2001, 2001, 2000, 2002. 2002. Ouais. Voilà. Donc, je commence par ça, je cherche à interpréter ça. Ça se passe très mal parce Ah. que les gens m'ont refoulé. Parce que, tu sais, de base, je suis très timide. Donc, du coup, quand je trouve un micro, ma voix, ça se gonfle. J'arrive pas, j'ai pas de bon mouvement. Je suis petit, j'ai pas une coupe différente. Ouais. J'ai rien d'un artiste, rien du Ouais. tout. Donc, je me fais tout le temps recaler. Après, je vais à l'internat sur Commun et je vois des gens rapper. Sincèrement, je me disais, franchement, ils font de la merde. Ok. C'est ce que je me disais. Mais du coup, vu que je dois pouvoir m'intégrer, Ouais. moi, j'étais leur petit, donc je recopiais leurs tests en fait dans les cahiers. Ok. Jusqu'à ce que, bon, personne ne me considérait vraiment. Jusqu'à ce qu'un jour, il y a un de mes cousins qui lui rappelle, lui, il était à Abomey. On l'appelle Sosomoto Régis, paix à son âme. Ok. Un très, très gros talent sur la périphérie de Abomey, Boyko. C'est lui, comme on est cousins, on était en terminale ensemble.
Lui, il me voit souvent rapper dans ma chambre, tu vois, parce que les après-midi, on était tout le temps ensemble. Et un jour, on était en journée culturelle, il animait les journées culturelles, et c'est là devant tout le monde, il m'a dit, écoute, toi tu rappes tout le temps dans la chambre, donc tiens le micro et puis commence à rapper. Donc il m'a tendu le micro, avec le stress et tout, Ouais. voilà, j'ai lâché mon premier flow, tout Ouais. ça. Les gens disent, ah ouais, c'est bien, c'est cool, c'est cool. Et c'est là que j'ai compris que, bon, je pouvais faire un truc comme ça. Ouais. Donc juste après ça, moi j'atterris au campus. Ouais. J'atterris au campus, mais avec juste un ou deux, trois tests. Ouais. Je découvre le mouvement universitaire de rap. Ouais. Et puis là, Mur. voilà, le mur, tu vois. Donc je rentre. Le premier essai, c'était une catastrophe. Parce Ok. que je suis allé, je pense que c'était les Cruzy. Je pense même pas, Ouais. c'est Cruzy qui était à la tête du mur, tout et tout. Je vais là, je fais l'audition parce qu'il faut passer une audition. Je rappe. Mon seul test que je connais sur un beat, il m'a dit, écoute, toi, il faut rester dans les... Ah, donc il y avait même une sélection. Ok, c'est Ouais, c'était toute le une sélection. mur, comment ça se passe? Ah, le mur, c'est chaud parce que, comment je veux dire, tu viens, tu passes une sélection, on te propose une prod, bon, qu'on propose généralement à tout le monde, et après une autre prod et tout, on te pose des questions sur la culture Ok. et tout. Donc c'est comme ça, en fait, tu rentres dans le mur. Si tu passes, il y a une sélection. Si tu passes, ouais, tu continues, en fait, avec eux Ok. comme officiel de l'année. Donc moi, Ok. j'étais dans les recalés, en fait. Ok. Mais chaque année, il y a une sélection, en fait. Oui. Mais cette sélection, qu'est-ce qu'elle fait pendant l'année, en fait? Toute l'année, en fait, il y a des spectacles qui sont organisés. Il y a un festival qui est organisé aussi vers la fin de l'année pour clôturer, en fait, toutes les activités. Ouais. Donc, toujours toute l'année, vous avez la capacité de pouvoir performer plus d'une dizaine de fois hein, sur le terrain de basket ou le terrain de handball. Ok. Et voilà, on vous apprend l'organisation, comment organiser des spectacles et tout et tout. C'est vraiment un creuset où on apprenait beaucoup de choses. Ok, Ouais. nice. Bah, écoute, tu sais, cette émission, elle passe également sur Bip Radio. Ouais. Et ce qu'on fait, on demande à nos invités de nous dire, selon la période qu'on est en train d'évoquer, quelle musique, quand ils repensent à cette période-là, quelle musique ça leur rappelle. Quand tu penses à cette période où tu quittes Boycon, tu viens à l'université, Ouais. toute cette période du mur-là, quelle musique te revient à l'esprit et que tu voudrais partager avec nous? Je pense que ça doit être gravé dans la roche. Je ne sais plus De si c'est Sniper. Sniper. Voilà, Ouais, c'est exactement. Sniper. Gravé Ouais. dans la roche Sniper. Ok, Ça, c'est un t'écoutais son. beaucoup Sniper à l'époque? Pas beaucoup, Ok. mais c'est parce qu'on a utilisé en fait cette prod Ok. dans la période pour faire un son pour les gens à l'université, tu vois, sur la galère de l'université. Ok. Et c'est devenu très populaire. Donc du coup, c'est resté vraiment dans ma tête sur cette période. Ouais. Ok. Donc tu viens à l'université, comment ça se passe déjà, même au-delà de la musique? Je sais que la musique a une place importante, mais quitter Boycon Ouais. pour Le campus. le campus, Calavi, cette en gros. transition-là, où tu étais, j'imagine, en famille ou à l'internat ou dans un certain Ouais. cadre, Mhm. pour ce cadre universitaire, comment ça se passe? Ah ben, il faut dire que c'est pas un super gros choc. Parce Ok. que de base, avec tu vois, mes parents, ils allaient travailler ailleurs, donc j'étais solo dans une grande maison. Ok. Tu vois, donc du coup, c'est pas vraiment un choc de me retrouver solo, à être en train de faire des choses moi-même, à être en train de décider moi-même en fait pour moi. Ouais. Donc quand je coupe ça au fait que tous les étudiants de cet âge ont envie de voler de leurs propres Ouais. ailes, en fait, pour moi, c'est du pain béni. Donc Ouais. du coup, je tourne dans tous les sens, je vais là où je veux, etc. etc. Mais après, j'avais mon père sur le dos Ouais. qui contrôlait de temps en temps, mais ça Ouais. se passait assez bien quand même. Ouais. Première année universitaire, bon, ça Flop. va, ça flop. Ah ouais? Flop. Flop, parce Pourquoi? que je passe tout mon temps au mouvement universitaire de rap. Ok. Et bon, pas tout mon temps, mais je sais pas, je finis en fait avec en sciences juridiques. Ok. Première année, je perds directement, je sais pas, les avantages financiers et tout et Ouais. tout. Donc flop, mon père il dit ok d'accord, toi l'année prochaine tu vas à l'ENAM. Donc je me Ok. trouve à l'ENAM et je commence là, bon il y a un peu plus de suivi, un peu plus de régularité, c'est une Ouais. école et tout et tout. Ouais. Donc ça a commencé à me se passer, je finis mes 3 années et tout et tout. Ouais, Voilà. t'as ta licence tranquille. Ouais, tranquille. Et pendant ce temps, est-ce que bah, la musique, comment ça se passe? Est-ce que tu t'es déjà Snake à l'époque? Oui, disons Ok. j'étais Snake, c'était même Don Snake au début, c'était un faux Ok. blaze. Donc je commence là, et je retrouve un mouvement universitaire de rap et là je découvre en fait, on arrive à faire un conglomérat. Ouais. G89 je connaissais, mais je Ok. connaissais pas Nicotine. Je connaissais le groupe de nom parce Ok, que ça donc G89 existait déjà. existait déjà. Ok. Nous on n'était pas les créateurs, les fondateurs, c'est Nicotine et toute sa clique. Ok. Donc lui, il vient sur
Cotonou, dans la même année que moi, pratiquement. Moi, je suis à Cotonou dans le mouvement universitaire de rap. Je rencontre celui qu'on appelle Steel, qui est un très très bon rappeur aussi. Je le rencontre et à deux, en fait, on forme un duo. Donc, toutes les prestations dont je te parle, en fait, dans le mur, on était souvent ensemble. On était vraiment imbattables. Donc, on continue. Steel, lui, il est pote à Albi qui ont fait Lokosa ensemble. Nicotine est pote à Albi. Je ne sais pas comment ils se sont connus. Bref, tu sais, les rappeurs, on se dit, ah, tel il est bon, c'est exactement ça. Donc, du coup, Nicotine, lui, cherche à rencontrer Steel. Un peu comme il cherchait à rencontrer Cyanogène, etc. Il rencontre Steel. Steel lui dit, ok, d'accord, moi j'ai un pote avec qui je rappe tout le temps ici, il faut qu'on se découvre. Donc, on se croise une fois on était dans les chambres à louer, juste derrière le campus là. On se croise un soir, on commence à freestyler. Il dit, ah, c'est bon. On lui dit, ah, ok, ton flow aussi, il est validé. Il dit, moi j'ai G89, c'est un collectif. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire Nicotine, Steel, Albi, Snake. On se retrouve à 4. Premier son, on va chez Sam Seed, on enregistre Caractère Impératif et puis paf, faut dire que le truc a démarré par là. Ouais. Ok, d'accord. Et là, on est en quelle année là? On est bien avant 2011, hein. Donc ça doit faire 2000, parce que j'ai le bac en 2006, donc 2007 je suis au campus, 2008, 2009, voilà, ça a commencé à décoller musicalement. Ouais. Donc c'est écumé tout le temps les journées culturelles, les shows qu'il y avait en ville et tout, c'est comme ça que ça se passe. Ok, donc là, G89 et le collectif est sur pied, vous commencez à sortir vos premiers morceaux. Exact. Comment est-ce que vous perceviez le game à l'époque? On voulait juste tout déchirer, c'est-à-dire on voulait être les meilleurs rappeurs, c'est tout ce que nous on cherchait à être. Donc dès qu'on se lève, dès qu'on entend qu'il y a un groupe à côté, on va là-bas, on dit écoute, nous aussi on rappe, donc frapper, on va voir. On se dit, vraiment, c'était les termes qu'on utilisait, rap, on va voir, et puis on veut savoir si tu es fort que nous, quoi. Tu vois, donc du coup, on ne faisait que ça, on ne cherchait juste, on connaissait rien du showbiz. On cherchait juste à aller compétir, à aller montrer qu'on savait rapper. Donc c'était tout le temps, matin, midi, soir, c'était un peu ça. Et enregistrer les sons dans le temps, il faut dire que c'était un peu difficile parce qu'il fallait des moyens et tout et tout. Et il faut dire qu'à un moment, on rencontre aussi les gars de Witch Entertainment qui, eux, nous aident vraiment beaucoup sur ce coup-là. Et ça décolle. Après, le groupe, il se casse et il y a beaucoup de choses qui sont passées vraiment après. Bah écoute, j'aimerais qu'on fasse un stop sur les gars de Witch parce que je pense que on n'en parle pas assez, mais il y a le mur, il y a For Witch. Qui ont beaucoup fait pour les fondations même du rap, du mouvement rap. Parce que dans For Witch, on avait Martial Ciano, Nick, Dagger, il y avait plein de gars. Je pense qu'il y avait Donagod aussi. Donagod donc qui fournissait, qui alimentait en instrumental. Exactement, toute la périphérie. Toute la périphérie et tout, et qui ont beaucoup contribué à l'essor du rap. Ça, c'est pas faux. Dans cette période. On ne leur donne pas assez leurs fleurs. Ça, c'est pas faux. J'espère que, d'ici là, en fait, vous allez pouvoir les recevoir. Moi, j'avais reçu effectivement... Non, j'ai reçu Dagger. Je suis une de mes émissions, mais c'était vraiment au début, mais pas un truc vraiment officiel. Le Witch Entertainment, il faut dire que c'est un peu l'exemple que nous tous, passionnés du rap, on suit aujourd'hui. Des gens qui savent faire quelque chose, qui étaient eux aussi des rappeurs de base. C'était des rappeurs qui étaient de très, très bons beatmakers, qui, grâce à leur talent, ont vraiment donné, en fait, mais quand je dis donner, c'est vraiment donner, en fait, de leur temps, de leur prod et tout, de leurs conseils, de leurs contacts à toute une génération qui en a vraiment profité. Ça a fait éclore de gros talents, comme il y a des talents qui n'ont peut-être pas pull-up dans cette histoire, mais franchement, c'était un gros vivier, en fait. Ça permettait de faire du son, ça permettait d'avoir des prods, ça permettait de pouvoir toucher à la chose du hip-hop, voilà. Et de toute cette expérience Génération 8-9, quels souvenirs tu gardes? Les souvenirs sont énormes. Je ne pourrais pas le dire, mais les souvenirs que je garde, c'est surtout au niveau des retours aujourd'hui. Parce que les retours, ça fait plaisir en fait de voir peut-être 10, 15 ans, 20 ans après, des gens te dire clairement, écoute, vous nous aviez inspiré, c'est à cause de vous qu'on a commencé à faire du rap. Vous, on vous écoutait, on connaissait tel titre de vous, des titres dont toi-même tu ne te rappelles plus. Donc quand tu vois ça, tu te rends compte que durant ta jeunesse, où tu te dis, bon écoute, j'ai passé tout mon temps à faire du rap, tu as quand même inspiré des gens qui aujourd'hui, par exemple, sont devenus des stars, des superstars et tout. Ça fait super plaisir. Et je pense que c'est à ce moment que tu sors les Hautes Sphères ou c'est après G89? C'est après G89. G89 casse. Mais pourquoi ça casse aujourd'hui avec le recul? Avec le recul
J'explique très rapidement. À une certaine période, je suis, disons, l'un des derniers à faire comment appelle-t-on, le duel cruel. Ok. Le dernier épisode, c'est-à-dire au CCF encore, Ouais. j'étais dans la vague. Donc on fait le duel cruel et le truc c'est qu'à cette période, on s'est éclaté pour aller faire le duel cruel. Ok. Nicotine, lui, ça s'éclatait un peu parce que lui, il était vraiment très à cran avec les réflexes entendants, Ouais. avec Casey. Ouais. Donc du coup, ce n'est pas forcément de la jalousie, mais Mm. lui était avec Casey tout le temps. Nous, on était au mur, au mouvement universitaire de rap. Et on a cherché chacun à aller faire un concours. On allait faire le concours. Après ça, je pense qu'il y a eu beaucoup de mésententes. Ouais. On n'a pas pu s'entendre. Nicotine voulait faire son album. Sûrement, il voulait voyager. Bon, on n'était pas au courant. Il voulait faire son album. Et puis, paf, comment appelle-t-on? Il y a une petite cassure. Donc, on n'arrive pas à s'entendre. Nous, on voulait faire comment appelle-t-on? Notre projet d'EP. Dans le temps, on appelait ça encore des mixtapes. Ouais. On voulait faire notre projet de mixtape. Et puis, lui, il a dit non, je veux faire mon album. Nous, on a dit non, on veut faire notre mixtape. Ouais. Voilà, c'est un groupe et tout. Il a dit non. On n'a pas pu céder. Donc, du coup, chacun allait de son côté, mais vraiment de bons termes, quoi. Ouais. Et c'est là qu'on a la première cassure. Après, G89, il y avait moi, il y avait Steel, il y avait Albi. On a traîné pendant longtemps. Mais faute de moyens, et on prenait de l'âge aussi. Il fallait commencer à assurer nos responsabilités personnelles dans la vie. Et puis, à cause de ça, chacun passait de son côté. Moi, quand j'ai vu ça venir vite fait, j'ai dit, OK, d'accord, moi, je passe en solo. Donc, c'est là que je suis passé en solo en 2012. Très vite fait, je sors les hautes sphères, voilà. Ok. Tu sais, ça me fait penser beaucoup à l'histoire avec le Taka Crew. Et c'est pour ça que je te demande, pour que les jeunes groupes... Ouais. Parce que tu as plein de groupes qui... Au départ, quand tu viens et que vous êtes en groupe, vous dites que c'est pour la vie, que vous allez conquérir le monde ensemble et tout. Et à un moment, les réalités et l'évolution des choses font que, bon, vous n'avez plus... Ce n'est plus possible que ça fonctionne ensemble. C'était la même chose avec le Taka Crew où tu avais le 5e élément, tu avais BMG Harry, tu avais SAM et à un moment, bah, les ambitions sont plus les mêmes. Totalement différentes. Tu vois, moi je vois CCC qui ressemble vraiment à ce que je fais comme style de musique. Et Ray, il est plus sensible à un autre truc. SAM, lui, il est plus proche de RDS. Et puis il est dans le beatmaking aussi. Et il est dans le beatmaking. Donc ça fait que, bon, à un moment, je pense à cet âge aussi, on n'a pas la maturité de comprendre que chacun peut évoluer et qu'on peut se retrouver et tout ça. Donc, je pense même parfois... Pour faire une petite pichenette, ça se ressent aussi sur beaucoup de, je ne dirais pas de crew, hein, mais beaucoup en fait d'équipes, d'artistes qui, au lieu en fait de rester ensemble, se divisent. Et ça se ressent parce que ils auraient pu faire vraiment de grandes choses. Mais ils se divisent et jusqu'à aujourd'hui ça se passe. Hein. Je ne veux pas citer de nom, mais ça se passe et puis on se dit, ceux-là, si des aînés les font asseoir, peut-être ils leur expliquent le processus, ils devraient comprendre que... Eux vont jamais comprendre. Voilà, c'est comme tu le dis souvent, on fait les erreurs de notre âge. C'est ça. Mais malheureusement, c'est les erreurs qui se répètent tout le temps. Il va falloir qu'on puisse... Mais tu sais, je pense qu'il y a des erreurs, il faut les faire de toute façon. Tu vois, parce que tu auras beau expliquer ça à des gars, même si on t'avait expliqué à l'époque. Pas sûr. C'est ça, même si on avait pris Nicotine, si on avait pris tout le monde pour dire, ok les gars, là, si vous êtes ensemble, vous allez faire un gros truc et tout ça. Nicotine, lui, il voyait peut-être que sa côte était en train de monter, qu'il fallait embrayer sur un projet tout de suite. Et c'était pas faux. S'il n'avait pas fait, il n'aurait jamais eu cet album. Bah, tu vois. Voilà. Et ainsi de suite, tu vois. Donc, je pense que ce sont des choses comme ça qui écrivent l'histoire. C'est l'évolution de l'homme. C'est un peu dommage quand même. Moi, je me le dis toujours. Ben écoute, et il y a Haute Sphère qui sort. Alors, dans quel état d'esprit tu es quand tu prépares Haute Sphère? Comme je te le dis, hein, tout notre problème en fait dans le temps quand on voulait être les meilleurs. Donc du coup, quand je sors Haute Sphère, je voulais avoir la meilleure mixtape en fait du temps. Donc je visais, quand j'écrivais Haute Sphère, je visais en fait les trophées de HKH, meilleur mixtape de l'année. Tu vois, donc j'écris des titres comme, comment appelle-t-on? L'unique qui, entre griffes, fait un clash vite fait par rapport à un groupe dans le temps. Après, j'écris meilleur flow. Donc, l'unique vient, ça sort, ça pull up un tout petit peu. Les gens se disent, ah, le gars là, il rappe très bien, il est en solo et tout et tout.
j'ajoute meilleur flow. Là, ça pète carrément. Mm. Et c'est là que je commence à être invité de gauche à droite, vite fait, viens performer de gauche à droite. Donc, je ne faisais que montrer en fait comment je savais rapper et je voulais rapper plus que tout le monde en fait. Rapper Voilà, fort. fort. C'était mon problème, c'était notre problème. Tu vois, donc Ouais. c'est comme ça que ça sort. Mais en fait, je voulais avoir aussi le prix. Mais je ne l'ai pas eu parce que je finis concurrent avec Roca cette année-là. Ok. Et Roca, en fait, il prend Crazy S prend la mixtape de la. Tu sais, Ok. tu te dis, oh Ouais. non, lui, c'est parce qu'il est avec le CCC. Ils l'ont pistonné. Mais non. Ouais. Voilà, c'était un peu ça. Ok. Mais c'était un D'accord. très, très bon retour Mm. parce qu'en même temps, je sors cette mixtape dès les quelques jours qui ont suivi. C'est-à-dire, tu m'écris, Mm. tu m'as écrit 15 minutes après. Donc, Blaze m'a écrit 15 minutes après, tu m'as écrit. Ok. Ouais, donc j'ai de très bons retours en fait Mm. de grosses têtes en fait du showbiz dans le temps. Et voilà, donc ça se passe Ouais. assez bien quand même comme retour. Ok. Donc, disons, on va dire que cette mixtape t'installe vraiment en tant que Snake. Oui. Et voilà. Qu'est-ce qui change en fait quand tu as ce statut-là de rappeur, de kicker que tu voulais avoir de toute façon? Oui, en Mais fait, est-ce que, à part justement rapper, mm, tu avais d'autres attentes? en vrai de vrai, Mm. pour être franc, non. Non. J'étais jeune, Ouais. j'étais vraiment jeune. Je sais plus quel âge j'avais, mais j'étais assez jeune quand Ouais. même. À part rapper, tu n'avais pas d'autres attentes. Tu te dis, Ouais. tu n'attendais même pas des cachets en fait. Ouais. Tout ton problème, c'était que tu devais rapper, les gens devaient te considérer comme étant Ouais. le meilleur des rappeurs. Il n'y avait pas de manager, il n'y avait Ouais. rien. Par contre, j'avais quand même une petite maison de production Mm. dans le temps, Easy Prod, à qui je Ouais. fais un gros big off, voilà, qui me croyait posait en toi. Voilà, qui Ouais. croyait surtout en moi. Donc, il y avait Witch aussi qui était à côté et tout et tout. Donc, à part ça, il n'y avait rien qu'on espérait. Vraiment, bonté de cœur, je le dis, rien qu'on Ouais. espérait de plus que Ouais. avoir être qualifié de meilleur, quoi. Ouais. C'était ça, en fait. Ouais. Et donc, cette mixtape, bah écoute, si on doit écouter un son sur cette mixtape, on partirait sur Allez. quoi? Un son, Ouais. c'est V pour vérité. Ok. Parce que ce titre, jusqu'à aujourd'hui, je le dis, retrace en fait tout ce qui doit se faire en fait dans le showbiz, que Ok. ce soit d'hier ou actuel. Ok. Ouais. Je dis beaucoup de choses dedans en fait qui sont vraies jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est quoi la suite de l'histoire après les hautes sphères? Après les hautes sphères 1, il y a les hautes sphères 2. Hmm. Après les hautes sphères 1, après, qu'est-ce qui se passe? Je pense que je sombre en fait dans une période où ça devient un peu plus compliqué. Tu vois, et La réalité te rattrape? la réalité te rattrape, donc je sors de ma maison de production. Ok. Et puis, bon, je dis, ok, je vais faire les hautes sphères 2. Mm. J'ai des problèmes en radio, je me fais bloquer. Ouais, mais tout ça là, en fait, cette période trouble là, comment Ouais. tu l'expliques aujourd'hui? J'avais trop la gueule. Ah ouais. Je parlais beaucoup. Ah, donc ça a toujours été, t'as Tiens. toujours eu la gueule. Moi, j'ai toujours eu la gueule. Moi, quand je vois en fait aujourd'hui les jeunes se comporter un peu comme moi, je me dis, Ouais. je leur dis, mais écoutez, faites attention. Mais bon, comme tu le dis, Mm. tu vas jamais expliquer ça à quelqu'un aujourd'hui, il va comprendre. Moi, je suis Ouais. passé par ça. Moi, je me rappelle, les tout premiers. Moi, je suis parti comme je te l'ai dit, je suis parti à Hip Hop Academy, j'ai perdu. Ouais. Le lendemain matin, j'ai tapé un long test sur Facebook. J'ai embrayé en même temps Archange, Logozo, tout le monde. En Ah fait. ouais, t'as tiré sur RDS. Tout et tout en même ouais. temps, tu vois. Donc, du coup, Mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là qui t'a poussé à faire? Et est-ce qu'avec le recul, tu penses que c'était justifié? non, Même c'était pas si- justifié. Ok. C'était des erreurs de gamin. Tu te Ouais. dis, ok, moi, je vais à un concours, je sais rapper plus que les autres. Ouais. Donc, si je vais là-bas, je rappe, je dois pull up. Tu vois, donc, toi, tu as ça dans ta tête, tes potes à côté aussi te disent ça. Ouais. Donc, quand tu vas, tu rappes là-bas et que on te descend, toi, Ouais. tu rentres à la maison et te dis que non, moi, j'ai rappé, eux là, c'est parce que ils ne méritaient pas. Nanana. Ouais. Donc, qu'ils méritent ou pas, le truc, c'est que c'est un concours. Ouais. Tu vois, et un concours, tu dois séduire un jury. Tu viens pas juste avec une seule arme. D'autres vont venir avec du rap, ils vont venir avec des fringues, ils vont venir avec des gaines, etc. Ils vont venir avec du public. Toi, tu viens juste avec ton rap. Ouais. En vrai de vrai, aujourd'hui, quand je m'assieds, que je prends du recul, je me rends compte que maintenant, faudrait Ouais. que si tu ne comprends pas ça, tu vas échouer à tous les concours que tu vas passer, Ouais. même les concours étatiques, etc. Ouais. Ouais, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'était déjà de grosses erreurs que je faisais. Comme je te dis, j'avais vraiment la gueule. Ouais. Aujourd'hui, quand je parle sur Internet, les gens se disent non, c'est maintenant qu'il a. Ouais, Non, non, j'avais la ça- gueule depuis longtemps. Tu vois. Donc là, avec RDS, bon, enfin, tu payes le prix en fait Ouais. parce que tu t'attaques à de grosses têtes. Je m'attaque à de grosses têtes Ouais. et c'est pas eux qui réagissent. Hein. Tu vois,
tu insultes mon frère. Ah non. Bah, c'est le game en fait. Voilà, c'est le parce game, c'est que tout à fait normal. il y a une phrase que Logozo aime bien dire. Mm. Il dit les loups ne se bouffent pas entre eux. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'il nous a dit quand on a commencé avec CCC à avoir du succès et tout ça. Il est venu nous voir pour dire, bon les gars, maintenant il faut comprendre que les loups ne se bouffent pas entre eux. C'est-à-dire que, Ouais. et ça, il faut que les jeunes comprennent ça. Ouais. Même s'il y a des gens qui sont concurrents, Mhm. mais une fois qu'ils ont le même statut, si tu attaques l'un, l'autre te verra comme une menace. Comme une Parce que menace. si tu le fais à l'autre, tu peux Tu peux venir me le faire en fait. Exactement. Donc les deux auront la même réaction et c'est l'establishment Et- même qui va te bloquer. Tu vas te bloquer naturellement. Hein. Ouais, Il n'y naturellement. a pas de forcing, naturellement. C'est pour ça, en fait, dans le choix des clashs aussi, aujourd'hui, je dis, il y a certains qui font des petites erreurs. Parce que quand tu vas clasher telle personne, c'est tout un lobby qui est derrière. Ouais. Donc, en fait, c'est comme si tu attaquais ce que ce lobby-là mangeait. Donc, Ouais. en gros, c'est ce lobby-là qui va te faire face de la même façon que si tu étais à la position de cette même personne Ouais. que tu clashais. C'est comme ça que ton lobby aussi va Ouais. réagir pour te protéger et Ouais. protéger ses intérêts, en Ouais. fait. Voilà. Donc, et avec ta maison de disque, qu'est-ce qui s'était passé avec ta maison de prod? Oh, pas grand-chose. Hein. Il faut dire que... tu sais, c'est que des erreurs de jeunesse, mais je les trouvais pas très réactifs. Ouais. Tu vois, je les trouvais pas très réactifs, je les trouvais assez dormants. Et dans la même période aussi, tu vois, ici, un autre artiste que je ramène en fait dans la maison, c'est Héritier et tout et tout. Ok. Ici, un autre artiste, donc du coup, après, tu sais, il y a des rumeurs, des commérages, on me dit Ouais. non, tu vois, il se préoccupe plus de tel. Les autres disent non, nous, on ne se préoccupe pas, c'est juste que lui, tu vois, il vient d'arriver. Donc tout ça, Ouais. toi aussi, tu as envie de percer très vite. Et c'est comme je le dis dans un de mes titres parfaits qui est sur les Hautes Sphères, volume 2. À un moment, il va falloir que tu prennes des mauvaises décisions Ouais. qui vont te faire, en fait, monter au sommet. Mm. Je pense que naturellement, dans la vie, c'est très important. À un moment, tu te dis, ok, d'accord, cette décision, elle est mauvaise. Ouais. J'ai tels avantages, mais je ne veux plus de ces avantages-là, je quitte. Et puis, dès que tu quittes, tu te fais toi-même et tu Ouais. deviens toi-même. Donc, Ouais. c'est un peu comme ça que je quitte la maison de production. C'est pas qu'il y a eu vraiment un gros souci. Ouais. Je quitte la maison de production avec un peu de remords, eux aussi avec un peu de remords, donc ça rentre dans des petites brouilles et tout et tout. Mais ça se passe bien au finish, Ouais. 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 Et donc, on va qualifier cette période-là de traversée du désert. Oui, Ouais. grosse traversée du désert parce que en même temps je perdais aussi mon boulot, Ouais. etc. Donc c'était Mais tu travaillais en tant que téléconseiller Téléconseiller. à Ouais. cette époque-là. à cette époque, Ouais. ouais. Donc là, vraiment, c'était... En fait, je perds tout en même temps, Ouais. donc du coup, voilà. Donc après, j'arrive à faire les Hautes Sphères 2, ça Ouais. marche très très bien, Ouais. très très bien. Disons C'est même que dessus qu'il y avait Venza ou Venza c'était un non, inédit? Venza, c'est après les Hautes Ok. Sphères. Ouais. Donc dessus, il y avait par contre, il y avait Parfait, Ouais. qui a très bien Parfait, marché. ouais. Il y avait ensuite Tu n'as pas dit que tu es fort, qui aurait Ouais. pu être un très très gros hit. Ouais. Mais on a loupé le coach parce qu'on n'a pu jamais faire le clip, on n'a Ouais. pas pu assurer la promo. Je Malgré pense, qu'on je gagnait pense de dans l'argent. un de tes clips, tu avais Eva Schmutz, non? Ouais, ça c'est pourtant j'étais à la folie. Donc Ouais, ça c'est encore après. Voilà. Ouais. Tu vois, donc, tu vois, j'ai fait tout Ouais, ça, ouais, mine de ouais. rien, j'ai fait tout Ouais. ça. Donc, les Hautes Sphères, ensuite, après, je prends une pause parce que mon manager, il veut plus travailler avec moi, du coup. Ouais. Donc, j'avais plus de manager, j'ai plus rien du tout derrière Ouais. moi. Après, j'arrive à me relancer avec, je ne sais plus c'était quel titre qui m'a sorti, en fait, de la mouise. J'arrive à me relancer, en fait, très vite fait avec, comment appelle-t-on? Pourtant, j'étais mal à la folie. Ouais, pourtant, je Qui t'aime à la tient faute. sur Ouais. du long terme. Ouais. Hein. Après, je viens avec Venza qui me Ouais. relance vraiment. Et puis, c'est là que juste après ça, je te rencontre. Mm. Aussi, on commence, on fait dedans qui commence Ouais. à marcher. Après, on tombe sur Senna Mm. qui pull up et voilà. En gros, Ouais. c'est un peu ça l'histoire. Ok. Et là, je pense quand on se met à travailler, je pense qu'on est dans les années 2015-2016, non? Disons 2016. 2016, ouais, Début 2016. 2016, Ouais. 2016-2017, Ouais. ouais. On se met à travailler ensemble. Ouais. Bah écoute, le souvenir que moi j'ai de cette période, c'est que moi je garde la frustration par rapport à cette période. Ouais. Il faut dire, j'étais avec DSI. Mhm. Voilà, Ouais, on travaillait voilà. avec Coprod, DSI ouais. en coprod sur ton projet. Moi, je garde le souvenir d'un projet auquel on croyait. Je sais que DSI, il y croyait. Je pense qu'il y croyait même plus que moi. Oui. Il avait vraiment beaucoup de foi dans le projet. Oui. Et je pense, moi, je garde une frustration parce que je pense qu'on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Ouais. Et avec du recul, Attends, je pense... si essaie de rentrer dans ta tête, est-ce que ce n'est pas par hasard légalisé? Non.
Non, je pense que c'est même sur Ah, ok, la sur la manière, manière, en fait, dont, ouais. dont le Ok, projet je vois. aurait dû, la manière dont nous on voyait ça et la manière dont ça s'est réalisé. Je pense qu'il y a eu un petit, je dirais pas un fossé, mais bon, parce que je pense qu'on a fait ce qu'on a pu. Oui. Mais voilà, je voulais savoir, est-ce que toi, tu es satisfait de cette période-là? Cette période, ce que moi je retiens Mm. beaucoup, c'est que j'ai beaucoup appris Mm. et ça me sert vraiment énormément Mm. aujourd'hui. Tu vois, ça me sert énormément aujourd'hui. J'ai vraiment beaucoup appris en termes de, surtout en termes de direction artistique Mm. venant de toi. Mm. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, j'ai appris en termes de la production, véritablement, c'est quoi au Bénin. Mm. Tu vois, j'ai appris en ces termes et j'ai appris aussi en termes de patience, de pouvoir écouter. Parce que je te donne un exemple très simple. Hein. Tu te rappelles sur Légalisé par contre, on avait fait près d'un mois à bosser sur le son. Ouais. Je revenais un jour, j'étais venu tout en colère dans Mm. ton bureau. Je disais non, on a bossé sur le son déjà 7 fois. Pourquoi est-ce que je dois repartir en studio? Tu vois, c'est des choses. Effectivement, c'est comme tu le dis, si tu apprends ça à quelqu'un aujourd'hui, il va se Ouais. dire non, tu me perds le temps, etc. etc. Ouais. S'il y avait un peu plus, je le dis, s'il y avait eu un peu plus de temps et on avait des expectations différentes. Mm. Moi, je rentre dans le CCC. Chez moi, quand je suis dehors, les gens ils se disent, lui, il est plein aux as aujourd'hui, Ouais. etc., etc. C'est ce que les gens me disent derrière. Moi, je dois suivre un certain rythme. Je te donne un exemple aussi, le titre Dogbazo. On l'a Ouais. jamais sorti. Ouais. On a fait une réunion avec plus d'une dizaine de personnes. Ouais. Eux tous disaient que c'était un hit. Mm. Tu étais le seul à dire, par exemple, que c'était pas un hit. Mm. Tu vois? Et moi, dans cette période, je me disais, non, eux, ils sont en train de me bloquer. Mm. Eux, ils veulent pas que j'avance. Je fais les sons. Ils veulent pas que ça sorte, etc., etc. En fait, c'est le refrain habituel de tous ceux qui sont aujourd'hui sous production. Ouais. Tu vois? Et tu ne comprends pas forcément, en fait, quel avion. Après, tu peux en sortir, ça peut marcher, on ne sait Ouais. jamais. Un peu comme le titre Nude, Mm. qui est la version numéro 2. Ça, les gens ne le savent pas. Ouais. La version numéro 2 de Senna avec Ouais. Ralami, Ouais. où tu n'étais pas forcément d'accord, mais quand c'est sorti, Ouais. ça a quand même eu un bon résultat. Mais c'est pas un gros hit. Mm. Tu vois, donc du coup, quand tu apprends tout ça, ça te permet aujourd'hui en fait d'avoir une vision assez claire de ce qu'est, comment on doit faire de la musique, de ce qu'est le tu es fort Mm. et tu peux faire de la musique en fait qui touche en fait du public, Ouais. qui touche les cœurs, qui rentre en fait dans la tête des gens et qui te met à des positions où sur toute une vie en fait, tu Ouais. vas rester dans le cœur des gens, tu Ouais. vois. Et ça, c'est ce que moi j'obtiens en fait vraiment de positif, super positif dans toute cette histoire de production. Et ça, je pense que je l'achète pas quelque part. Mm. Soit c'est une formation, et même s'il y a une formation, Faut que tu le vives. il faut que tu le vives Ouais. pour pouvoir le comprendre. Ouais. Tu vois, donc moi j'ai été formé, j'ai vécu ça, donc du coup c'est une grande expérience pour moi. Moi c'est ce que je préfère retenir. Ouais. Après tout le reste, c'est normal, tu vois. Tu penses tel dans ta tête, Ouais. l'autre ici pense quelque chose dans sa tête, tu n'es pas dans ta tête, tu n'es pas dans ma tête, donc Ouais. du coup c'est forcément qu'il y a eu des... Voilà. Mais moi, je pense avec DSI, parce qu'on a fait le bilan après, je pense une chose qu'on a retenue, c'est que tu es meilleur producteur quand toi-même tu n'es plus en activité. Exact. Parce que quand toi-même tu rappes, parce que nous-mêmes on avait nos projets rap, Ouais. on avait nos carrières. Et dans ces carrières-là, il fallait Il fallait gérer la mienne. gérer la tienne, Exactement. gérer les attentes, gérer les frustrations, gérer les comparaisons aussi. Parce que forcément, Ah ouais. tu vas dire oui, bah, lui il se concentre plus sur lui. Quand c'est pour lui, il fait ça Exact. comme ci, il fait ça comme ça. Alors que c'est pas forcément C'est pas le forcément cas le cas. Hein. où tu... Après, c'est normal parce que c'est ta carrière aussi qui Exactement. continue. Donc, tu peux pas... Et ça, en fait, c'est très bien en fait que vous avez fait cette conclusion parce que moi-même, je me disais, si vous étiez plus en activité, Mhm. c'est sûr que vous seriez encore 3 fois plus concentré. Ouais, voilà, sur c'est moi. ça. Parce que tu Dans le regardes temps, les choses Jessie devait différemment. gérer celle de Anka, Ouais, tu devais gérer la tienne parce que dans la période, tu faisais le feat avec Nicanor, avec Ouais. Fanico, que tu Ouais. sortais l'album Nubi Yo-Yo. Ouais. Jessie était à fond sur Anka et tout et tout. Après, faut être honnête, vous me consacriez quand même du temps. Mhm. Sauf que je me dis, s'il n'y avait rien de tout ça, c'est que toute Ouais, cette ouais. énergie, elle est redirigée vers moi. Et puis Exactement. voilà. Exactement. Et donc, bon, on va dire qu'on a fait cette période. Et la dernière fois, je réécoutais Senna. Et je trouve que c'est vraiment un très beau morceau. Hein. Jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est... Senna, je ne l'avais pas écouté pendant Pendant quasiment plus de 5 ans. Je l'ai écouté là, en préparant l'émission. Je trouve que non, ça, c'est... Non, très très beau morceau. Ouais. Encore qu'on a perdu la version originale. Original, dans le ouais, temps, c'est ça. Qui avait encore plus d'émotions et tout. Et Ouais. tout. Mais très beau morceau jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Ça m'a rapporté un max de trucs. Hein. Ouais.
Petite anecdote, c'est grâce à celle-là que je sors du pays, donc... Ouais. Ok. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ok. Parce que, par contre, ce qui est vraiment bizarre, c'est que je ne me souviens plus de comment ça s'est terminé. Cette histoire de production entre nous, c'est pas clair. Je sais que ça s'est terminé en bon terme, oui. mais clairement, comment les trucs se sont terminés, je te rappelle le dernier épisode, Ok. petite anecdote. On s'invite, il y avait Légalisé qui était sorti. Ouais. Donc, on était en train de penser à clipper Légalisé. Et puis, il y a Jessie qui convoque une réunion. On se voit vite fait. On convoque la réunion. Moi, j'étais allé prêter, en fait, la robe de mariée de ma soeur dans le temps et tout. Donc, moi, j'attendais qu'on m'envoie les sous du clip et tout. Après, j'ai plus de retour. Et donc, je suis resté tranquillement assis. Et je disais plus rien parce que je me disais, ok, d'accord, le contrat n'a qu'à se terminer. Puis et j'ai attendu jusqu'à la date de fin de contrat. Ouais. Donc, on ne sait plus rien jusqu'à la fin. Puis voilà, c'est comme ça s'est terminé. Comme ça, tranquille. De sa plus belle mort. Voilà, de sa plus belle mort. Tranquille dans son lit et puis ça s'est terminé, ouais. Ok. Donc, c'était un Mais peu ça. l'histoire de Senna avec lequel tu quittes le pays, c'est quoi? Ah, ça... Non, je préfère ne pas la raconter. Non, mais c'est très simple, hein. Voilà, c'est... Mais je préfère ne pas la raconter. Ouais. Ok, bon, c'est une belle histoire quand même. Ah, c'est une très belle histoire, belle histoire, bon, voilà. Donc, il y a mal et bien terminé, ouais. voilà. Bon, écoute, en gros. C'est ça, il y a eu du positif dedans. Oui. Après cette période, je pense que ta carrière aussi ne va jamais vraiment se relancer. Exact. Ouais. Exact. Tu quittes le pays après cet épisode, c'est dans cette période-là que tu quittes le pays? Non, juste un peu après, parce que après Sénan, après tout ce qui passe par là, après toute cette histoire de production, j'essaie tant bien que mal de me relancer. Donc, je fais un projet qu'on appelle Vibes and Inspiration. Ouais. Voilà, je fais un projet et en faisant ce projet, il faut dire que de base, j'étais déjà dans les médias. J'étais à Cotton Boy, chez toi, Cotton Boy TV, que j'ai fait pendant 1 ou 2 ans, je pense. Avant ça, moi, j'ai connu Volun Corp. On était dans l'équipe. On était frangins. Donc, du coup, tout ce qu'il y avait sur Volun Corp, on savait. Donc, je sors Vibes and Inspiration. Et c'est là que pour pouvoir faire le visuel, je découvre en fait un graphiste qui, lui, avait comment appelle-t-on comment je vais dire, qui avait une page web, une page sur Facebook qu'on appelait Wassé Musique. Ouais. Et lui, en fait, il dit, ok, d'accord, moi, je vais t'aider en fait sur les graphismes. Donc, quand il m'a dit, il m'a fait un très beau travail. J'étais hyper content. Je lui ai dit, ok, en retour, j'ai pas d'argent, qu'est-ce que je fais? Tu vois que tu as Wassé, moi, je suis dans les médias, donc moi, j'aimerais bien en fait bosser avec toi, vu que je suis plus à Cotton Boy. Il m'a dit, ok, d'accord. Donc, c'est comme ça, moi, je commence à bosser sur Wassé, tranquillement, tout doux. Et en faisant la promotion de Vibes and Inspiration. Petit à petit, le projet, je trouve, ça pour moi, c'est un de mes meilleurs projets. Je suis d'accord. Ouais. Je suis totalement d'accord. Il est vraiment lourd. Ouais. Tu vois, donc c'est un super projet. Bon, j'ai réussi quand même. C'est un des premiers projets que j'ai vendu et que j'ai récupéré les sous dessus. Ouais. Tu vois, donc il n'est pas super populaire comme d'habitude parce que j'ai pas beaucoup d'argent à réinvestir. Je ne réinvestis pas beaucoup dessus et tout dans la promo. Je n'avais pas beaucoup de canaux de promotion. Au-delà de ça, j'étais toujours au boulot. Donc, par contre, j'étais aussi sur Wassé. Et c'est en étant sur Wassé que, en voulant quitter le pays, je fais un dernier projet un peu rap qu'on appelle Fresh Salad. Okay. Voilà. Et c'est en sortant du pays que je le fais. Donc, c'est quand je suis arrivé là-bas que je le lance dans la foulée. Et il faut dire que ma carrière commence déjà à s'éteindre petit à petit. J'avais plus d'activité. J'étais hors du pays. Et quand tu es hors du pays, tu n'as vraiment plus d'activité sur place. Donc, du coup, tu commences à te faire oublier malgré qu'il y a Internet et tout. Et c'est comme ça, en fait, je m'enfonce petit à petit de plus en plus dans tout ce qui est médias surtout. Voilà, exactement. Okay. Mais avant de venir sur ça, je veux vraiment qu'on fasse une petite pause sur... c'est entre griffes exil. Qu'est-ce qui te décide à quitter le pays? Parce que je sais que dans cette période-là, il y a beaucoup de gens de ta génération qui étaient dans le départ. Bien dans avant le départ, moi, tu vois, et c'est ça aussi, je l'attribue un peu. Tu sais, la mort du hip-hop, la mort du rap à notre époque, juste après notre époque, je l'attribue aussi un peu à ça. Parce qu'il faut dire qu'à une certaine période, et ça, en fait, c'était vraiment massif. C'est-à-dire, SAM y part, Archange y part, tout le monde est parti. Nicotine est parti, Casey est parti. Tout le monde est parti. Et en fait, ça a fait un gros fossé. Donc, du coup, quand tu vois forcément tout le monde partir comme ça, il faut dire que quand tu as la chance, encore que moi, je n'appelle pas ça de la chance,
quand tu as ta chance quand même de partir, Ouais. moi, j'ai été vraiment hésitant. Parce que avant de partir, il faut dire que j'étais quand même assez... mon boulot, il fonctionnait bien et tout. Je faisais rentrer de l'argent et tout. Et je me décide, mais tu sais, à côté, tout le monde te dira, t'as pas de sécu ici, Ouais. t'as rien du tout. Tout le monde s'en va. Et quand ils s'en vont, tu vois, leur vie, tu vois, c'est quand même meilleur et tout. Donc, il n'y a rien qui doit te retenir pour que tu restes au pays. Donc, c'est en écoutant de gauche à droite. Je me rappelle mes derniers appels que j'ai passés. J'ai même passé un appel à Macizo, tout. Qu'est-ce que tu fais? Dégage du pays. Tu vois? Donc, du coup, tout le monde veut que tu dégages. Tu ne veux forcément pas dégager. Mais à la fin, tu te dis, OK, pourquoi ne pas tenter cette expérience? Je me rappelle, j'étais venu te voir aussi. On a discuté. Pourquoi ne pas tenter cette expérience? Donc, c'est vraiment pas de gaieté de cœur que je quitte le pays. Hein, mais je quitte parce que je me dis, OK, d'accord, tu as tout essayé ici. Ça n'a pas marché, pourquoi ne pas aller ailleurs? Mais quand tu pars, c'est avec quoi comme volonté? Tu pars pour réussir ou tu pars pour te retrouver? Qu'est-ce qui motive vraiment quelles sont tes attentes? Ah ouais. Par contre, sincèrement, quand je pars, je n'ai plus aucune attente. Je t'explique entre griffes. Je pars... Je dis en termes, comment appelle-t-on de droit, regroupement familial, tu vois. Donc, moi, je vais rejoindre ma famille, point final. Donc, je suis juste parti rejoindre ma famille. Après, effectivement, quand je suis reparti là-bas, j'avais toujours envie de faire du son. Mais, tu sais, les réalités de là-bas, ça te rattrape très vite. Et j'étais dans l'incapacité de faire du son. Et dans cette incapacité-là, je devais faire autre chose. Voilà. Bah, je sais pas si je peux le dire, tu étais en Finlande. Oui, je suis en Finlande. Tu es en Finlande, oui. Mais en arrivant là-bas, c'était quoi le choc le plus violent pour toi? À part le choc le plus violent, je me rappelle, le jour où je suis sorti de l'aéroport, j'avais un t-shirt, j'avais un pull, plus une petite jaquette. Normale, hein. Donc, je suis sorti de l'aéroport. La personne qui devait venir me récupérer, ça, c'est le tout premier choc. La personne qui devait venir me récupérer, on n'a pas pu vite se capter. Tu vois, parce que je me trompais de porte et tout. Mais je te jure, le froid, c'est-à-dire, je n'ai jamais vu un froid autant violent. C'est-à-dire, en 5 minutes, mes doigts étaient caillés. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Ça, c'était le tout premier choc. À part ça, quand je rentre dans la ville, je me dis, mais tout ça, j'ai déjà vu ça à la télé, ça ne m'impressionne pas. Tu vois, vraiment, je n'étais pas du tout impressionné. Et après, maintenant, tu te rends compte que le choc culturel, il est énorme. Il est énorme. De base, je me rappelle, un des trucs qui m'a le plus frappé, par exemple, on était en train de rouler et il y avait une fille qui devait traverser le trottoir. Donc, elle avait son téléphone, elle s'en foutait pas mal qu'une voiture arrive. Elle passait et la personne qui roulait a freiné, tu vois. Et je lui ai dit, mais elle ne peut pas dégager de la voie. Elle me dit, t'es fou, toi, quoi. Elle passe, c'est son droit de passer par là, c'est le passage trottoir, tu vois. Nous, on ne connaît rien de tout ça ici. Et après, tu commences à apprendre petit à petit. Tu vois que c'est totalement différent. Voilà. Mais c'était quoi ta réalité là-bas dans les premiers temps? Il faut travailler dur. Ouais. La réalité, c'est que il n'y a pas de place pour le chill comme ici. Ouais. Tu vois, il n'y a pas de place pour le temps où tu peux laisser ton cerveau se reposer, ne pas réfléchir à faire de l'argent. Là-bas, tu dois chercher à faire de l'argent H24 et tu le dépenses au taux. Ouais. Tu vois, c'est comme ça. Donc, faut alimenter la machine. Faut alimenter la machine. Tu dois payer les factures, tu dois payer les taxes, tu dois payer le parking, tu dois tout payer. Et tu vois, c'est matin, midi, soir. Il n'y a pas de vie sociale en vrai de vrai. Tu vois. Et ça, c'est la réalité. Tu es sans vie sociale. Tu n'as pas de pote chez qui tu peux avoir le temps où tu peux aller chiller et tout. Il n'y a pas ça, tu vois. Quand tu l'as, c'est qu'il faut que vous concordiez les programmes. Et le fait même simplement de faire concorder les programmes, ça énerve. Donc, du coup, on passe. Tu vois, si on se capte, c'est bon. Ouais. Tu vois, mais tu dois être tout le temps au charbon. Ça, c'est choc. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, j'ai fait une erreur, j'aurais dû rester à Cotonou? Ouais. Ah ouais? Il y a un jour, ça c'était dans mes débuts, hein, et je raconte ça souvent. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Le soir, là, je prenais mon premier appartement. Tu vois, c'était 3 mois après. Mais je passais dans un appartement, mais en solo, quoi, tu vois. Et c'était pas vraiment, tu vois, c'était pas un gros appartement et tout. Donc, j'avais pas de couette. Le chauffage marchait pas bien. Ouais. Et je fais des crises d'asthme. Ouais. Tu vois, ça, beaucoup ne savent pas, tu vois. Donc, le froid, ça m'a aplati le jour-là. Ouais. Tu vois, le jour-là, si le lendemain, on m'a remis un billet, à 6h du matin, je devais être au boulot encore. Si on m'avait remis un billet, le soir, là, je le dis jusqu'à aujourd'hui. Tu déconnectais. Je retourne chez moi direct. Et ça, je te dis, jusqu'à aujourd'hui, j'aurais pas eu de regret d'être rentré.
Ok, ouais. si c'était ça le dernier, ouais. Voilà, je serais rentré et puis j'aurais pas eu de regrets jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Ouais. Et bah concrètement, qu'est-ce que tu faisais pour survivre? Parce que là, ça fait un petit moment que tu es là-bas. Je pense, ouais. Oui, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Ouais, ça fait Ouais, 5 ans. bah comment tu t'es construit là-bas en fait? Ça t'a pris du temps pour te construire là-bas et comment tu t'es construit? Qu'est-ce que tu as fait pour vivre, pour survivre? Ah ouais, bon. Tu sais, tu passes par la case petit boulot. Hein. Ouais. Par la case petit boulot. Donc, je suis rentré. Ce qui est bien en Finlande, quand tu viens, tu rentres dans le programme d'intégration comment je veux dire, non pas des expatriés. En fait, tu rentres dans un programme en tant que foreigner. Tu rentres dans le étranger, voilà. Tu rentres dans le programme d'intégration des étrangers. Et c'est comme ça, en fait, que tu en as pour 3 ans. Mais moi, j'ai skip ça vite fait. Tu vois. Moi, après, j'ai même pas fini les 1 an. Ouais, comment? Ouais, parce que bon, tu vois, je cherchais de l'argent, quoi, tu vois. Je devais payer, je me retrouvais seul, tu vois, donc je devais payer en fait toutes mes factures. Donc du coup, le programme d'intégration, tu vas au school, tu vois, tu apprends la culture, tu apprends la langue et tout et tout. Je savais parler anglais. Ouais. C'était un avantage. Donc tu dois apprendre la langue du pays et en même temps, les après-midi, tu dois aller au boulot parce que j'avais un petit job. Quand je suis venu, j'ai trouvé un tout petit job. Après ça, j'en ai eu un autre. Ouais. Donc, il fallait cumuler, c'est-à-dire, je fais école, premier job dans la nuit, école le matin, après-midi, un autre job, tu vois. Et j'ai commencé comme ça avec 2 jobs. Donc, j'ai dit, écoute, le programme d'intégration, les sous que ça me donne, si je vais travailler, j'ai les sous là au complet. Ouais. J'ai dit, ok, le programme d'intégration, je parle anglais, fuck up. J'ai dit, bye bye, je suis directement allé au travail. Tu vois, donc je travaillais, mais H24. Ouais. H24. Et après, je me suis perfectionné dans le travail que j'ai appris là-bas. Ouais. Et voilà, je suis manager de... Pour ceux qui ne savent pas, je suis manager de restaurant. Ok. Ouais. Oh, nice. Ouais, donc quand je viens dans un restaurant ici, je vois... Ouais, tu identifies. Ça me gonfle. Je sais que, toi, il faut faire ci, il faut faire ça et tout et tout, etc., etc. Je calcule le temps de service d'attente et tout ça. Tu vois, tu es tellement rodé. Ouais. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est comme ça que je m'en sors. Et aujourd'hui, voilà. Mais aujourd'hui, tu t'épanouis dans ça? Oui, je m'épanouis. Bon, après, je suis un peu fatigué de ça. Hein. Ouais. On cherche comment jumper de ça et aller faire autre chose. Mais pour l'instant, tu vois, ça va, tranquille. Donc, mais justement, est-ce que tu peux pas évoluer dans ça encore plus ou tu penses que tu as atteint le maximum? En fait. J'ai pas atteint le maximum, mais je suis loin d'avoir atteint le maximum. Tu vois, pareil, devenir chef de restaurant, ça, c'est encore un autre level, tu vois. Et c'est encore plus de sous. Mais j'avais vraiment la flemme de... Je voudrais passer à autre chose. Et je me suis dit... Et ça, c'est comme je te dis, à un moment, il faut faire des mauvais choix pour pouvoir blow up. Je me suis dit, ok, d'accord, parce qu'on va y venir, j'ai Radio Roue Libre aujourd'hui. C'est pratiquement pour une entreprise pour moi, tu vois. Donc, si tu veux faire percer ça, tu dois consacrer moins de temps à ton boulot et une partie de ce temps-là, en fait, à Roue Libre. Donc, c'est un peu ça. Mais justement, qu'est-ce qui t'a aidé à tenir là-bas? J'imagine que la réponse va être dans un projet comme Radio Roue Libre. Oui, mais de base, ce qui m'a vraiment aidé à tenir là-bas, c'est ma moitié. Ok, d'accord. Parce que ça, tu as trouvé ta moitié là-bas? Tu vois. Non, pas là-bas. Et voilà, on était en contact H24, donc du coup, ça me donnait en fait du tonus, ça me donnait en fait des conseils. Ça me maintenait là-bas. Ouais, tu vois, donc elle tu avais une raison de te battre en fait. J'avais une raison de non, même pas de raison de me battre, hein, mais j'avais une raison de comprendre que si tu lâches quelque chose, c'est-à-dire si tu vises quelque chose et tu le lâches, mais te plains pas, quoi. Faut savoir que c'est parce que tu as lâché que tu as échoué. Pas parce que les conditions étaient dures. Parce que ceux qui arrivent à arriver au bout, les conditions, qu'elles soient dures ou pas, ils forcent jusqu'à aller au bout, tu vois. Donc, vas-y jusqu'au bout. Quand tu seras arrivé au bout, tu vas pouvoir décider si tu veux choisir de faire ça jusqu'à finir ou tu finis. Donc, c'est sur ce conseil-là qu'elle m'a vraiment en fait coaché sur toute la durée. Et ça qui a fait que j'ai pu rester. Sinon, je serais rentré et tout, sans blague. Mais ça, c'est très bon. On lui passe un big up. Grand big up. C'est ça, quand on dit derrière un grand homme. Il y a toujours une grande femme. C'est exactement ça. Ouais. Mais là, on va faire une digression parce que justement, tu as ouvert cette porte. Aujourd'hui, quelle place, je vais dire, l'amour a dans ta vie et comment tu le gères? Grosse question, hein. Ouais. Ça, c'est les questions de vie, ça. C'est plus le rap. C'est plus le rap, effectivement.
Tu vois, bon, tu vois, généralement, quand ils en parlent d'amour, moi, c'est comme une de mes tantes me dit, tu vois, l'amour à son âge. C'est-à-dire, à tel âge, à 16 ans, tu vois, tu as les petits batifolements, à 18 ans, etc. Quand tu commences à payer les factures aussi, il y a l'amour de payer les factures, d'avoir une maison et tout, tu vois. Donc, elle m'a expliqué ça, et la réalité, effectivement, te rattrape, tu vois. Ouais. Donc, l'amour a sa définition à tel moment, tel moment, tel moment, tel moment. Et il faut pouvoir, fonction de cette définition-là, pouvoir marcher et comprendre en fait c'est quoi l'amour qui engrange aujourd'hui, par exemple, les responsabilités de famille, les responsabilités, c'est beaucoup de choses, tu vois. Ouais. Que tu es une personne à qui tu tiens, qui, avec toi, va fonder une famille et puis plus tard un empire, quoi. Tu vois. Ouais. Tout ça, il faut avoir de la maturité dans cet amour-là Ouais. et tout, pour pouvoir rester ensemble, vraiment, comme on Et dit traverser chez nous, le et temps, quoi. traverser le temps, quoi. Ouais. Sinon, vite fait, vous allez péter, et puis chacun va aller de son côté, tranquille, quoi. Et vous allez perdre ce que vous auriez pu construire. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, c'est ici, il y avait un aîné qui expliquait ça peut-être aux jeunes, Ouais. peut-être qu'on n'allait pas en perdre autant, quoi, Ouais. tu vois. Ouais. C'est un peu comme ça pour moi. Parce qu'il y a beaucoup de couples. Je ne me vois pas super conseiller de Ouais. couple, hein, ni coach et tout. Mais je trouve que ne serait-ce que la patience de cet amour-là qu'on peut Ouais. avoir, ça fait que, bon, il y a beaucoup de gens qui perdent leur chemin de vie parfois. Ouais. 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 Ah, c'est clair. Mm. C'est clair. Et qu'est-ce que cette vie en Finlande, à l'étranger, a cassé en toi? Et qu'est-ce que ça a construit en toi? Aujourd'hui, quand je cours derrière un objectif, j'ai une hargne immense. C'est-à-dire, avant, je l'avais, hein, mais avec moins de méthodologie. Mais aujourd'hui, quand je cours derrière un objectif, tu sais, je suis très procrastinant. Mm. Mais quand je cours derrière un objectif aujourd'hui, je peux faire une série de nuits blanches à perte. Tu vois? Mais je sais que ça, c'est l'objectif que je dois atteindre et je suis vraiment très focus. Je travaille pour ça Ouais. jusqu'à l'atteindre. Avant, je me disais, comme je te l'ai dit, je me disais, ouais, je peux laisser tomber parce que j'ai tout essayé. Ouais. C'est pour ça, par exemple, au Bénin, je me dis, si j'avais eu une certaine régularité dans la musique, j'aurais peut-être mieux fait. Ouais. Tu vois. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire que quand je vais rentrer dans un domaine, je vais être à fond et je sais que je vais atteindre mon objectif, quoi que ça me coûte. Mm. Tu vois, ça, c'est comme ça. Ça m'a appris aussi, la Finlande, ça m'a appris, les retours, surtout les allers-retours, Finlande-Bénin, ça m'a appris surtout à me dire, écoute, tu sais, quand tu es là-bas, c'est une réalité qui n'est pas totalement différente de celle d'ici. Ok. Donc, quand tu viens ici, il faut savoir le regard que les gens ont porté sur toi. Et ça, je l'appelle souvent l'analyse en 360 degrés. Le regard que les gens ont porté sur toi, comment est-ce que tu vas te comporter envers eux et comment est-ce que tu dois agir dans la société ici aussi, tu vois. C'est ça qui va faire que si tu reviens ici à n'importe quel moment, tu peux percer. Ouais. Si tu repars là-bas aussi, c'est la même chose Ouais. parce que les gens aussi vont te regarder comme un étranger. Ouais. Ils vont se comporter comme si tu es un étranger, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Tu es un étranger, tu dois savoir poser tes marques, etc., etc. Donc, quand tu maîtrises, ça m'a permis vraiment de maîtriser ça des deux côtés. Ce que ça a cassé en moi, waouh, je ne suis pas moins timide. Je ne suis pas moins timide, mais je suis beaucoup plus décisif. Avant, j'étais Ouais. vraiment moins décisif. Ouais. J'étais vraiment... Aujourd'hui, tu Ouais. comprends que tu es timide, mais Ouais. bon, quand il faut y aller, Quand tu y y aller, vas en fait. Il faut y aller, quoi. Ouais. Il faut forcer, et puis il faut y aller. Ouais. Voilà, c'est un peu ça. Ok. Alors, on va venir du coup sur Radio Roue Libre, qui est ton grand projet actuel. Je pense même que ça doit être un des plus grands projets Exact. de ta vie, hein, Exact. jusque-là. Comment est-ce que l'idée de Radio Roue Libre est née? Comment on dit long story, short story. Tu sais, quand je tombe là-bas, j'ai pratiquement rien à faire. J'ai que du boulot à faire. Et à un moment, je vois les gens en fait venir sur. Comme je te disais, j'étais sur WAC Musique. Donc, je bossais sur ce média-là. Et à un moment, en fait, l'équipe que j'avais, en fait, à un moment, je me prenais la tête beaucoup parce que je me disais. Et c'est ça que toutes les équipes ici ont. C'est-à-dire qu'il y a un porteur de projet et le porteur de projet fait pratiquement tout. Il traîne l'équipe tout le temps. Et l'équipe ne se dit pas, OK, d'accord. En vrai, si le porteur de projet part aujourd'hui, Le projet est-ce est que mort. Mhm. le projet, il vit ou pas? Ouais. Tu vois, ça, les équipes ne se posent jamais cette question-là. Donc, du coup, quand le porteur de projet part, l'équipe, tout le travail Ouais. meurt. Donc, moi, j'ai tenté à maintes fois d'insuffler cette dynamique-là à mes gars, mais ce n'est pas passé. Après, je me suis dit, OK, moi aussi, j'ai mes choses à faire, donc ciao, ciao. Ouais. Ouais. Donc, c'est comme ça que je libère cette équipe-là.
Et je vois en fait il n'y avait pas beaucoup de créateurs de contenu sur TikTok. L'application me plaît, mais en même temps, elle a beaucoup de mauvaises publicités. C'est-à-dire, Ouais. on dit, ouais, c'est avec Béret et tout et tout. Ouais, mais le TikTok béninois, il est nul. Puis, le TikTok ailleurs, le pire. Ouais, mais Bénin, là, je sais pas. Il Bon, est pire. bon, ok. Valomé, c'est Que- la même chose. Bon, on dit Valomé, c'est pas la même chose. c'est pas la même chose. Ok, Bon, dis-moi. ok, cite-moi 3 trucs, 3 Mhm. comptes intéressants sur le TikTok béninois. 3 comptes intéressants. Ouais. Bon, je vais pas faire de jaloux, hein. Mm. Mais par exemple, tu prends, comment ça s'appelle? Tu prends le mec là, GeoInfo. Mhm. Pareil, je te dirais ceux qui Ouais. me viennent juste à la tête Ouais. maintenant. Encore que quand je viens en vacances, vraiment, Ouais. je suis un peu loin de TikTok. Quand tu prends GeoInfo, Mm. c'est des réflexions, c'est des analyses Ouais. sur pratiquement tous les sujets. Mais tu apprends. Mhm. Tu apprends, tu vois la capacité d'analyse de quelqu'un. Tu apprends, tu kiffes. À part ça, comment appelle-t-on? Qui est-ce que je peux encore dire? Il y a des gens qui sont dans la politique. Ça, je ne veux pas les citer, pas du Non, tout. ça, Pas du laisse- tout, pas du tout. Tu vois? Mais sur quel domaine je Parce peux que, prendre? tu vois, moi, Mhm. moi ce qui me fait truc là, j'ai l'impression qu'il y a la Mhm. partie béret Mhm, et exact. la partie politique. Au milieu, Au milieu. tu oui. vois, tu as des radios roue libre. Mhm. Mais en fait, il y a pas de... Mais en fait, je pense que c'est même représentatif du monde des médias au Bénin. Oui. Tu vois, la plupart des médias, on n'a pas de médias culturels, Non. tu vois. Et on va avoir beaucoup de médias politiques Mhm. et rien d'autre. Exactement. Exactement. Tu vois, et là, bon, les Béret, moi, c'est pas mon kiff. Donc, bon, je me retrouve pas dedans. J'ai du mal à me retrouver Ouais. dedans. Je vais t'expliquer, surtout, je vais prendre peut-être l'exemple de la musique. Là, ça va être beaucoup plus facile. Et je vais déjà prendre de base l'exemple de TikTok. Ce que les gens ne comprennent pas dans TikTok, c'est-à-dire quand tu viens sur TikTok et que tu as ta régularité. Parce que ça, Ouais. c'est le principe sacro-saint de TikTok. Que tu as ta régularité, l'algorithme même se charge de te cataloguer, en fait, dans ce que tu fais. C'est-à-dire, si tu fais cuisine, tu vas te rendre compte que les gens qui viennent souvent, en fait, interagir avec toi, Ouais. c'est les gens qui parlent de cuisine, De cuisine. qui aiment ce Ouais. délire-là. Donc, du coup, tu te retrouves en fait avec des gens qui parlent de ce que tu De aimes ton centre d'intérêt. et tu Ouais. te retrouves forcément dans ce centre d'intérêt-là. Du coup, par exemple, moi, quand je suis là-bas, je vois très rarement en fait dans mon fil d'actualité Ouais. tout ce qui est Béret. Ok. À moins que j'aille chercher ou bien que quelqu'un m'envoie le lien, que j'aille suivre plusieurs fois. Ouais. Là, ça rentre dans mon fil d'actualité, mais comme c'est pas ça que je suis Ouais. tout le temps, ça passe pas. Mm. Le truc, par contre, c'est que en tant que créateur de contenu musique, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Donc, du coup, s'il n'y en a pas beaucoup, c'est normal que tu n'en vois pas beaucoup. Ouais. Donc, le peu que je dois voir aussi, c'est pour ça que je connais tout le monde, en Ouais. fait, dans ce genre de Sur ce créneau-là, ouais, je connais ouais. tout le monde, qu'il soit né aujourd'hui ou demain. Ouais. La plateforme elle-même va te proposer ça. Et si tu interagis avec eux, c'est Ouais. encore bon. Tu vois, donc, du coup, si tu veux être séparé d'Ekberet, Mm. tu seras vraiment séparé d'Ekberet. Si tu Ouais. veux être dans l'Ekberet aussi, tu seras. Ouais. Maintenant, si tu veux mixer aussi, l'algorithme, Ouais. c'est vraiment impressionnant la façon dont ça se fait. Ça se charge de te cataloguer et tu restes uniquement en fait dans ce creuset-là. Dans ta niche, en Dans fait. ta niche, ouais. exactement. Et ça, c'est vraiment fabuleux en fait. Ouais. Ok, Ouais. d'accord. Donc, on était sur Radio Roue Libre, TikTok, et Oui, voilà. Donc, en fait, pour revenir sur Radio Roue Libre, donc je commence à voir les gens, en fait, quelques-uns sur TikTok. Et c'est vraiment quelques-uns. Hein. Et je vois, pour citer un nom, Amiral Dave. Amiral Dave qui, lui, généralement, il parle de musique. Lui, devenait populaire et tout, et tout. Il parle de musique de temps en temps. Il parle de visa à faire et tout, et tout. Et puis, moi, je me suis dit, ok, d'accord. Moi, j'aime parler de musique. Ok, d'accord. Comment est-ce que j'arrive sur le truc? Donc, c'est comme ça que je lui écris. Et il me dit, ouais, c'est comme ça que ça marche, etc. etc. Il me donne plein d'informations et tout, et tout. J'ai dit, ok, d'accord, je vais essayer. Donc, je commence vraiment comme tout bête débutant. Hein. Je commence avec des trends. Au début, je me disais, ok, avec les trends, j'étais pas vraiment très bon face caméra, trend et tout. C'était naze. Donc, du coup, j'ai très vite abandonné. Et après, j'ai vu qu'il fallait pouvoir faire des lives. Et c'est là, en fait, qu'il fallait avoir 1000 abonnés. Mes premiers 1000 abonnés, en fait, c'est pas de vrais abonnés. Et je les ai eus tu dois passer par des processus. Tu vas sur des lives où il faut s'abonner à l'un. Ouais. Donc, c'est comme ça que je commence, mais vraiment timidement. J'avais aucune idée de Radio Roue Libre. J'ai laissé Wassé. Donc là, je me dis, ok, je vais aller sur TikTok en tant que cœur blanc et tout, et tout. Et je commence. Et là, je passe en live. J'arrive à passer en live. Mais je me rends compte que faire des lives aussi, c'est éclaté parce que je fais des lives. Je suis seul. Des fois, je suis seul. Ouais. Je suis là, j'ai mon second téléphone. Et puis, tu vois, une personne vous regarde et c'est toujours moi. Donc, c'était compliqué au début. Ouais. Tu vois, pendant que tu vois d'autres qui faisaient des 500, 800, tu te demandes comment ils font, etc., etc. Donc, je commence comme ça et je me dis, ok, d'accord.
je vois les gens faire du contenu. Je me dis, vu que je faisais du contenu sur les autres plateformes, Facebook, etc., est-ce que je peux ramener le même format sur TikTok? Donc, c'est comme ça que je démarre très vite avec Blito TV, parce qu'on m'appelle Blito généralement. Donc, je démarre avec Blito TV. Je commence à créer, en fait, faire un top 5, en fait, parler de l'actualité vite fait. Et personne ne s'y intéresse, pour être franc. Hein. Au début, personne ne s'y intéresse véritablement. Donc, j'essaie de mettre des artistes, de leur envoyer les liens, mais personne ne veut venir sur TikTok et tout et tout. Mais je continue dans cette régularité-là. Après, je me rends compte que, OK, pourquoi tu ne parles pas de ta propre musique à toi? Donc, j'ai commencé à faire des petits playbacks de mes propres musiques. Et il y avait un titre qui traînait, que j'avais fait il y a un an ou 2-3 ans, qui s'appelait Voyage musical. Je l'ai fait juste à va-vite. Hein. Donc, un jour, je poste le titre et ça rentre en train. Ça commence à tourner. Et les gens commencent à s'intéresser beaucoup plus à moi, mais beaucoup plus en tant qu'artiste, tu vois. Mais à côté, moi, vu que je n'avais pas vraiment... Je n'étais pas vraiment dans l'environnement TikTok où il fallait faire des trends et tout. C'était carré, c'était moche. Donc, c'est de là que je stoppe un peu tout ce qui est création de contenu Blito TV. Mais j'ai toujours envie de parler de l'actualité du showbiz. Donc, je me dis, OK, d'accord. Un matin, je me dis, OK, c'est bon. Je recommence à parler de l'actualité showbiz. Je recommence à faire un peu de trend. Après, j'élimine totalement les trends. Et c'est là que je me dis, écoute, en vrai de vrai, le son, il est passé en trend. C'est bon, ça a eu son temps. Tu ne vas pas redevenir artiste. Il faut que tu stoppes, il faut que tu te concentres sur une seule chose. Parce qu'il y a une règle qui est très principale dans la musique. Si tu veux faire de la musique, fais de la musique. Si tu veux pas faire de la musique et tu veux faire musique, média, etc., ta musique, elle va pas percer. C'est naturel, il y a pas... Moi, quand on me dit ça, on me dit, mais Jay-Z, tu avais dit non. Jay-Z veut faire un album, il stoppe tout ce qui est business, il se concentre sur son album, dès qu'il finit, il repart sur son business. Rihanna, même chose, etc. Il n'y a pas un que tu vas me citer. Tu vois, donc du coup, je me dis, OK, concentre-toi sur la création de contenu. Donc, je commence à faire du contenu à plein temps. L'avantage que j'ai, c'est que je connais très bien, en fait, tout ce qui est musique hip-hop ancienne, tout, comment appelle-t-on, les rétros et tout et tout. Je maîtrise ça à fond. Donc, les gens, ils se disent, mais comment lui, il sait tout ça là sur les artistes? Donc, quand ils me posent des questions, je commence à répondre. Le truc commence à prendre. Et je commence à faire plus de live où des gens sont intéressés. Et c'est là que je découvre une équipe de passionnés, hein, des gens qui étaient souvent dans mes lives, qui écrivaient, qui restaient là des heures avec moi à discuter en live. Je leur ai dit, écoutez les gars, bon, on est ensemble, créons un groupe WhatsApp. Là, si je veux faire les lives, je vous envoie le lien, on se retrouve toujours en papote. Donc, on commence par là. Et c'est des gars assez smart. Il y avait un qui était au Bénin et tout le reste, en fait, ils étaient en France et tout et tout. Donc, on discutait tout le temps et on parlait de beaucoup de sujets à la fois. Donc, on pouvait être en train de parler de musique, switcher sur, je sais pas, de la danse, n'importe quel sujet. Donc, c'est là qu'à un moment, on s'est dit, le gars là, quand les gens venaient, ils disaient, mais vous parlez de quoi ici? Genre, quand tu es sur TikTok, vous discutez, les gens ils viennent, ils vous disent, OK, ça discute de quel sujet aussi? Nous, on dit non, nous, on est en roue libre, hein, on parle comme ça. C'est comme ça que le nom est né. À un moment, vu qu'on parle de musique et le centre d'intérêt, comme je te l'ai dit, c'est les gars qui parlaient de musique souvent qui venaient. On s'est dit, à un moment, écoute, il faut qu'on se positionne en tant que... Parce qu'on a fait un live, je me rappelle, c'était avec les gars là, Habib, il y a des gars comme Adunvo Gadiel. Tu demandais des gars à suivre. Adunvo Gadiel, par exemple, c'est quelqu'un qui fait de très belles analyses et tout et tout. Eux, ils étaient là et il y avait une polémique dans le temps. Ils avaient invité des influenceurs de quelque part, de plein de choses. Et puis ils sont venus et puis il y avait une polémique. Et après, les influenceurs ont dit, ouais, c'est nous, on fait les artistes. Donc, on s'est vu dans un live et ça a chauffé pendant 3 heures. Vous êtes chargé. Tu sais qu'un mec comme Habib, par exemple, il rentre dans ton live, c'est la guerre et tout et tout. On s'est chargé proprement. Après ce live, on a dit, OK, d'accord. Vu qu'on arrive à gagner toutes nos batailles de palabres là, donc on n'a qu'à se constituer en quelque chose. Et c'est là j'ai dit, OK, d'accord, comme on parle de roue libre tout le temps, on n'a qu'à aller sur les roues libres d'abord. On est allé sur les roues libres, on a continué à faire du contenu. Et j'ai dit, OK, d'accord, j'ai envie de créer un truc, ça va s'appeler Radio Roue Libre. Et c'est comme ça, c'est né. C'est comme ça qu'on a démarré. D'accord. Alors, aujourd'hui, ça représente quoi concrètement? Parce que tu interviens beaucoup sur la promotion de tout ce qui est artiste urbain et je pense même pas forcément béninois. Tu fais de l'actu africaine, on va dire, ou ouest-africaine. Surtout ouest-africaine, Bénin,
Côte d'Ivoire. Surtout mes deux terrains de prédilection, c'est Bénin, Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui beaucoup plus Bénin. Voilà. Ok. Et alors, qu'est-ce que ça te prend déjà combien de ton temps, ce projet aujourd'hui? Il faut dire, en vrai de vrai, c'est-à-dire que je ne suis pas au boulot, c'est que je suis en train de faire ça et ça me prend tout le temps. Ok. C'est-à-dire, limite, si tu ne sais pas te faire, tu vas te retrouver dans du 24 sur 24. Ouais. Parce que à la fois, comme je le dis, je dois être sur Facebook, je dois produire du contenu sur Facebook, tu vois. Je dois gérer une équipe qui est là, produire le contenu, donc il faut envoyer les informations, gérer avec le graphiste, écrire les articles et tout, chercher l'info et tout, avoir des gens qui t'informent aussi, être sur TikTok, créer, faire le contenu, le monter, tu vois, le publier et tout, surveiller l'algorithme et tout, ça te prend vraiment énormément du temps et du cerveau, énormément. Mais c'est ton boulot aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui c'est mon boulot pratiquement, tu vois. Ouais, pas pratiquement, c'est mon boulot, tu vois. Donc c'est mon deuxième boulot. Donc c'est comme si j'ai un deuxième job en fait. Ouais. Bah, tu t'imagines que la question qui va suivre, c'est est-ce que ça rapporte des sous? Non. Ok. Ça ne rapporte pas encore. Ok. Ça aurait pu rapporter, mais je me suis inscrit dans une dynamique où je me dis, sincèrement, je ne veux pas prendre des sous chez quelqu'un pour faire un travail qui me passionne et je ne prendrai des sous que quand après je me fais payer je me fais payer, ça c'est pas faux, tu vois, mais par rapport à ce que je dépense dedans, tu vois, l'input est vraiment beaucoup plus high. C'est pas la motivation en fait. C'est pas la motivation. Je me dis je vais devenir super professionnel et quand je serai super professionnel, je n'aurai aucune difficulté en fait à envoyer mes tarifs. Ok. Mais aujourd'hui t'es structuré comment? Aujourd'hui, structuré, comment faut dire qu'on est en train d'enregistrer en fait la plateforme. Donc ça sera vraiment enregistré et tout. Structuration, j'ai une équipe en fait, comme je te l'ai dit, qui bosse avec moi sur tous les projets de façon média. C'est-à-dire quand il faut produire du contenu, je sais qui tu as une dois équipe toucher, qui s'occupe du média. Exactement. Une équipe éditoriale. Exactement. Tu vois, c'est exactement. Moi, je couronne tout, mais on a pratiquement tout ce qu'il faut avoir dans un média qui peut aller, que ce soit sur le terrain ou que ce soit sur Internet. Oui. Ok, d'accord. Mais c'est quoi les plus grands challenges avec ce projet-là? Les plus grands challenges déjà, le tout premier challenge pour nous, c'est de pouvoir vraiment faire imposer en fait l'émission du Radio Rolip Show que je fais, qui est une émission, je dirais pas que c'est forcément un copier-coller, mais c'est une émission qu'on doit faire en fait au Bénin, où on ramène en fait des jeunes talents. Au début, on avait commencé la première saison, on a voulu, comment appelle-t-on, maximiser sur les gros talents. Mais il faut dire que ça n'a pas été un flop, mais ça a été un flop. Ça a été un flop parce que les gros talents, tu sais, eux, ils s'investissent pas. Ils viennent, tu les enregistres. Quand ils partent, ils se disent, bon, ok, d'accord, on a ramené cela, etc. Quand tu sors l'émission, ils partagent pas, ils donnent pas de force, ils donnent pas le jus qu'il faut. Je les comprends aussi. Donc, du coup, ça fait un flop. Oh, toi, tu as dépensé, mais de fou, en fait, pour pouvoir faire ces émissions-là. Par contre, on a dit, ok, deuxième format, saison 2, cette année, on fait avec les jeunes. Mais gros succès. Donc, du coup, on a dit, désormais, n'importe où, on va se concentrer sur ces jeunes-là. Et nous, en fait... Parce qu'eux, ils ont ce besoin, en fait. Ils ont besoin de visibilité, ils ont besoin d'être exposés, donc ils donnent vraiment... Tu vois, donc du coup, nous, c'est de pouvoir, en fait, positionner, en fait, cette émission-là pour que les jeunes aient vraiment un énorme creuset, en fait, où ils peuvent se faire découvrir. Et qui sait, chez nous, c'est peut-être de chez nous que va éclore tel talent. Mais en même temps, quand on les fait passer sur les émissions, ce n'est pas juste pour passer, on les suit de près. On les suit musicalement depuis avant parce que, je te donne un exemple, le Rolip Show de cette année, on a lancé une campagne de découverte d'abord sur 3 mois. Et c'est le résultat de 3 mois là qu'on est en train de concrétiser en émission. Et quand on va finir de la concrétiser, il y a une suite qui va venir juste après. Bon, tu vois, on est au Bénin, on ne dévoile pas. Mais après, tout le monde peut dévoiler. Donc, il y a une suite qui va se produire naturellement. C'est un projet, vraiment qui est vraiment suivi. Et après cette suite-là, on sait ce qui va venir dans 1, 2, 3 ans. Donc, c'est vraiment écrit. Le projet est là, il est en train d'être piloté petit à petit. Et c'est vraiment ça, à prendre du temps. C'est pour ça qu'on n'est vraiment pas pressé en fait, d'engranger des sous. Parce que ça va être vraiment inutile qu'on se mette à prendre de l'argent pour faire la promo de tel, et qu'on n'ait pas le temps d'être concentré sur sa promo. Quand on aura en fait lancé le projet qui va tourner à 100%, on pourra prendre de l'argent chez tout le monde.
Bah écoute, comme dans la vie d'un média, il y a des hauts et des bas. Tu as connu, je pense que tu dois en connaître souvent. Bon, enfin, je ne vais pas dire que c'était un bad buzz. Tu as connu un buzz, un gros buzz avec l'épisode de Balou. Ouais, de Balou. Alors déjà, pourquoi c'est toi qui l'as choisi pour représenter le Bénin? Comment ça s'est passé? Ah ouais, ça c'est une très belle question que tu poses parce que je pense que c'est la question qui m'a... J'ai eu du buzz avec cette émission, mais en même temps j'ai eu un très gros bad buzz juste après. Ouais. Et la question qui se pose c'est pourquoi est-ce que c'est Cœur Blanc qui l'a choisi? Bon, déjà, ce que beaucoup ne savent pas c'est qu'avant l'émission, nous, comme je te dis, je bossais avec des gens qui étaient en France. Oui. Tu vois, donc du coup on avait des contacts un peu par-ci par-là. Et Balou il faisait des émissions où il cherchait à capter... tout ce qui était rap ouest africain, etc., etc. Donc, nous, on avait des contacts qui disaient, il faut que tu fasses le Bénin. Tu vois? Donc, c'est normal. Nos contacts disaient, il faut que tu fasses le Bénin, etc., etc. Il s'est décidé à faire le Bénin. Et il a demandé qui est-ce que on voudrait avoir sur la plateforme pour pouvoir discuter avec lui et lui faire connaître le rap. Tu vois, le rap béninois. Donc, du coup, dans les commentaires, il y a eu deux propositions principales. Et je vais te dire pourquoi, selon moi, pourquoi il m'a choisi. On s'est écrit vite fait, il m'a dit, ouais, écoute, j'ai vu, on t'a proposé et tout. Donc, dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Présente-toi. Donc, je me suis présenté, Cœur Blanc, j'ai une plateforme comme TikTok, je fais du contenu, j'ai ma page, etc., etc. Je parle de rap béninois, je parle de rap ivoirien et tout. Voici mon parcours et tout. Tu peux aller voir, voici. Tu vois? Par rapport aux autres propositions, tu vois. Donc, quand il est allé voir, il a eu du contenu. Ouais. Il a vu que je faisais du contenu. Je fais quand même 2 ans de contenu. Et quand je dis 2 ans de contenu, comme je te dis, c'est un truc H24. Je fais des lives des heures. Je sais qui rappe aujourd'hui. Je sais qui est arrivé au rap aujourd'hui. Demain matin, s'il y a un nouveau rappeur qui vient, je sais c'est qui. Les anciens, je les connais. Tous. Je connais les histoires. Je connais les dessous et tout, etc., etc. Donc, quand lui, il a tout ce check-up-là, c'est normal. Je pense que n'importe quel idiot ou n'importe quel intelligent, en fait, aurait choisi. T'es légitime. Ouais, de façon légitime. Voilà. Donc, du coup, c'est comme ça. Il me dit, ouais, écoute, il n'y a pas de souci. J'ai vu ce que tu fais. Il m'a écrit 1 heure, 2 heures de temps après. Donc, je pense qu'il a pris le temps vraiment de checker tout le monde. Il m'a dit, ok, d'accord, toi, je te sélectionne, on va le faire. Et c'est comme ça, en fait, que je passe dans l'émission de Balou pour... Ouais, ok. Mais est-ce que tu savais, quand tu acceptais, que ça allait créer tout ce tollé-là? Oui. Ok. Pas autant. Okay. Pas autant. Mais je savais que l'émission allait créer ce tollé-là. Parce que de base, tu sais, c'est une émission qui dure généralement 2 heures de temps. Ouais. Nous, on a fait 3 heures de temps. Ouais. Et en 2 heures de temps, tu vas passer tous les hip-hop béninois. Tu vois? Ouais. Et quand tu regardes les anciennes émissions, parce que pour faire un très bon travail, il faut que tu puisses regarder les anciennes émissions, comment est-ce que ça se passe. Les gens partaient toujours du principe où il fallait raconter en fait la genèse, arriver à la moitié, arriver à la nouvelle génération et tout. Tu vois? Donc, il fallait faire une sélection assez qualitative qui puisse représenter en fait le rap béninois, surtout, pas qu'au niveau quantitatif, mais surtout au niveau qualitatif. Tu vois? Et quand on parle de niveau qualitatif dans le rap béninois, le gros souci qui se pose, c'est que quand tu vas faire écouter toute une playlist à un connaisseur de rap comme Balou, parce que je repars un peu plus derrière, comme je te disais, quand tu vas à un concours, si moi je viens dans un concours de rap et que je te vois, toi Nasty, et que je vois par exemple Dr Masso, tu connais Dr Masso, tu vois, et je vois Logozo, tu vois, il faut que je puisse savoir, toi, si tu rappes comme ça peut t'impacter, lui, ça peut l'impacter. Si tu veux vraiment pouvoir toucher tous les jurys, tu dois savoir comment tu dois faire ton rap. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on a fait la playlist à passer, tu vois. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a commencé à glisser, à dérouler la playlist en fonction de tous ces critères-là, tu vois. Mais, en fait, quoi que tu le dises, quand on avait fait tous les critères, le nouveau rap, soyons honnêtes, le nouveau rap, à l'époque où on faisait Balou, il y avait peu de gens qui pouvaient impressionner, tu vois. Donc, du coup, nous-mêmes, on savait que quand on allait finir, il y aurait beaucoup de frustrés. Il n'y aurait pas beaucoup de frustrés, il y aurait des frustrés. Mais on pouvait leur expliquer pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas passés. Et on pouvait surtout leur expliquer que Balou, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas ça qui lance carrière, ce n'est pas un MTN découverte où va nous gagner plus de vie pull-up. Non, même s'il va nous gagner MTN découverte, tu vois, c'est parce qu'il y a une raison donnée pour qu'ils se retrouvent au sommet aujourd'hui, quoi. Tu vois. Et on t'a reproché d'avoir oublié
certains rappeurs, surtout de la nouvelle génération. Ouais. Et là, je pense que tu es dans des clashs alors que tu ne rappes même plus. Et aujourd'hui, c'est des clashs même entre plateformes, entre Déraillage TV et toi où tu es devenu carrément même et tout ça là. Comment est-ce que toi, tu le vis ça là aujourd'hui? Bon, hier, je le vivais mal. Tu sais, Ah ouais? À un moment, tu l'as mal vécu? Ouais, parce que tu sais, dans cette histoire, je me retrouve. J'ai gardé beaucoup de captures d'écran. J'ai fait un peu comme Amir, quoi. Tu vois, c'est à partir de cet épisode que j'ai commencé à garder des captures d'écran de tout le monde. Parce que je me dis, t'es pas légitime, par exemple, pour te retrouver en fait dans l'histoire du rap. Qu'est-ce que tu as fait? Tu vois, parce que par exemple, je te donne un détail. Moi, je ne passe pas sur les musiques. Moi, je passe uniquement quand je fais passer le freestyle du roi. Moi-même, je ne passe pas. Or, moi, dans l'impact, quoi qu'on dise, il n'y a aucun Béninois qui va citer comment appelle-t-on le rap béninois et passer ma période sans citer les hautes sphères. Ouais. C'est pas possible que tu puisses ignorer cette mixtape-là dans l'histoire du rap béninois, tu vois. Mais moi-même, je ne suis pas passé. Juste pour pouvoir donner plus de temps à tout le monde pour qu'on puisse, que ce soit équilibré. G89 n'est pas passé. Or, G89, quand on fait le calcul, en fait, c'est un des groupes underground les plus impactants en fait, de cette période, tu vois. Donc, il y a tout ça que je ne fais pas. Donc, quand je vois certaines personnes qui rentrent une fois l'année, tu vois, font un son, il y a un petit projet vite fait. Tu veux dire des noms? Greg. Coucou. Greg, c'est à toi qu'il est en train de parler. Tu vois, on n'est jamais entré en contact avant ça, hein, tu vois. On n'est jamais en contact personnel. Une semaine avant, il y a un tel collaborateur, un tel ancien collaborateur qui m'écrit, qui me dit « Ah, il faut que tu passes tel gars sur ton... » Je dis « Ok, il n'y a pas de souci. Tu vois, je dis vraiment, il n'y a pas de souci, hein, les captures sont là. Et je le fais passer sur ma plateforme peut-être 1 ou 2 semaines avant, tu vois. Je dis à mes petits, ok, d'accord, ce gars-là, il fait du son, franchement, mettez-le dessus. Ouais. Parce que, n'oublie pas, chaque jour, les gens créent du contenu. Ouais. Mauvais ou bon, rappeur, il crée du contenu. Donc, si tu crées du contenu, si tu es actif, parce que ça, c'est un des principes qui fait que moi, je te fais passer sur Radio Roue Libre. Si tu es actif, tu peux être minable. Mais si tu es actif, tu es déterminé, tu es motivé, moi, je te donne ta chance. Ouais. Ce n'est pas moi, en fait, qui décide de qui va percer, tu vois. Donc, du coup, pour dire cette période-là, il était actif. Donc, j'ai dit, OK, faites-le passer. Mais pour moi, en fait, il ne passait pas dans cette liste. Et je n'étais pas le seul à faire la liste, comme je t'ai dit. On était toute une équipe. Donc, du coup, pour moi, il ne passait pas. Donc, à un moment, je pense qu'il y a eu beaucoup de jeunes artistes qui ne sont vraiment pas passés, qui ont été proposés, par exemple, qui sont passés aussi, tu vois. Mais je dis, moi, c'est mon travail, en fait, de faire vivre le hip-hop au mec. Tu vois, de le faire enjailler le truc jusqu'à ce que ça dure le maximum. Ouais. Et quand on a fini, pour être encore très professionnel, tu sais ce qu'on a fait? On a fait, comment appelle-t-on? On a fait un pourcentage de tout ce qu'on a passé. On a demandé à ChatGPT, OK, fais le pourcentage d'anciens, de médiums et de nouveaux qui sont passés. Je pense que les nouveaux étaient à près de 39%, les médiums, les anciens. Mais si qui fait les anciens, c'est pas notre faute de tirer dessus sur les anciens. Ouais. Tu vois, donc, on a fait le maximum. Tous ceux qui devaient passer, pour moi, ils sont passés. Ouais. Et voilà. Les autres qui sont pas passés, ils sont fâchés. Ils sont entrés dans les clashs. Lui, il a passé son temps à faire des mèmes sur moi. Et après, c'est allé très loin. C'est allé très loin. Je l'ai appelé, puis il n'a pas décroché. C'est allé vraiment très loin. Je lui ai dit, mais écoute, il faisait le clown. Je lui ai dit, OK, tu peux faire le clown. Moi, ça ne me pose pas de soucis. Tu vois. Mais fais attention à là où tu vas. Et un jour, il a déconné. Il allait dans les histoires personnelles. Je lui ai dit, écoute, si tu continues, ça va mal se passer. Je m'en fous du fils de qui tu es. Ça va très mal se passer. Mais après, bon, aujourd'hui, tu sais, dans cette histoire, on m'a menacé sur Instagram. J'ai été vraiment menacé, hein, mais vraiment, vraiment, vraiment menacé. Tu vois, j'ai reçu des insultes matin, midi, soir. Quand je parle d'insultes, c'est aller à des extrêmes. Tu vois, on insultait mon père, on insultait ma mère. Je me suis dit, OK, d'accord. Aujourd'hui, tout ça, ça m'a formé. Donc, du coup, quelle que soit l'attaque qui va venir sur Internet, je me dis, OK, je suis là préparé, j'ai tout vécu. Ouais. Tu vois, Balou, le côté positif que je retiens de Balou, en fait, c'est que sur Internet, je suis intraitable aujourd'hui. Ouais. Après ça, ceux qui en ont profité, en ont peut-être profité. Mais en fait, Balou, ce n'était pas pour faire vraiment percer le rap. Ouais. Il n'y a aucun pays dans lequel, après le passage de Balou, le rap a pull-up. Ouais. Ça était juste une continuité de choses qui se faisaient pour qui est aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, sur Radio Rouli, par exemple, on fait chaque émission, ça nous prend 15 artistes, pas forcément rap, hein, mais au moins il y a une dizaine de jeunes rappeurs qui viennent performer. Ouais. C'est tout cet ensemble de choses qui a fait qu'aujourd'hui, on peut avoir sur une émission pendant un mois
10 rappeurs qui viennent performer. On a de la qualité au niveau de ces rappeurs. Ouais. Bah écoute, en tout cas, merci d'être venu sur cet épisode-là. Bon, personnellement, je trouve que cet épisode, les gars, parce que je vous connais tous les deux, c'est que du rap à la fin de la journée. Je pense pas qu'on ait besoin d'aller dans ces extrémités parce que, bon, on est en train de construire un mouvement qui est en train de sombrer un peu partout dans le monde. Exact. Donc, bon, je pense que tu as eu de la grandeur d'esprit de ne pas aller dans des réponses et tout ça. Et puis, bon, pour tout le mouvement... Après, c'était amusant. Hein. Ouais. C'était amusant. Non, bon, après, bon, je pense que ça a profité quand même à Radio Roue Libre en termes de buzz, comme on dit. Est-ce qu'il y a un mauvais buzz? Après, quand on rentre dans les trucs personnels, c'est clair que c'est pas... Ça, après, les trucs personnels, bon... Ouais. Tu sais, ça pique quand même parce qu'on est, on a une famille à protéger. Voilà, c'est ça. Et le but, c'est s'amuser, c'est du divertissement qu'on fait de base. Exact. Mais bon, tu vois, ça me permet de faire... C'est les aléas du métier. Et voilà, bah, ça me permet d'aller vers la suite. C'est quoi ton regard sur le rap béninois d'aujourd'hui? Oui, le regard sur le rap béninois d'aujourd'hui. Ah, par contre, ça... Tu sais, il y a quelques mois, je faisais partie en fait des personnes qui disaient je ne crois pas au rap béninois. Et moi, je le dis, les gens veulent me faire porter cette casquette. Ouais, tu sais, tu es un ancien rappeur, etc. Tu dois croire... Moi, je dis souvent, moi, je crois vraiment pas... tu vois, un retour du rap béninois. En tout cas, pas comme il était avant. Parce que c'est ça que les gens doivent savoir. Moi, j'ai un regard beaucoup plus sévère sur ce qu'est le rap ou ce que doit être le rap. Tu vois, moi, j'ai du mal à accepter certains types de rappeurs qui viennent... Parce que c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui dans le rap, beaucoup plus. On a des gens qui ont une prod, qui peut-être ont des sous ou pas, mais qui disent 2 ou 3 mots, tu vois, sur un instrumental. Et on a des milliers de gens ou des centaines, des dizaines de gens qui leur disent « Ouais, c'est fort, c'est fort, c'est fort ». Ils rentrent dans le rap. Ou soit même, des fois, ils sont bons, hein. Des fois, ils sont bons comme nous. Ils rentrent dans le rap et ils ne se limitent qu'à, tu vois, ça, aujourd'hui, on m'a dit que c'est fort, je suis le meilleur, tout ça, donc je dois percer. Et quand ils ne percent pas, ils en veulent à tout le monde. Tu vois, il y a cette catégorie-là. Il y a cette catégorie de jeunes aussi qui, tu sais, on est dans un environnement où le creuset du rap, tu sais, le rap, c'est tout un ensemble. C'est-à-dire, il faut pouvoir performer, il faut pouvoir aller au concert, il faut pouvoir se réinventer, il faut pouvoir se documenter, il faut pouvoir être performant. Tout ça, il n'y a plus ça aujourd'hui. Du coup, tant qu'il n'y aura pas des volontaires, je dirais, hein, des volontaires dans le rang des artistes eux-mêmes, pour pouvoir lever et dire, ok, d'accord, faut qu'on puisse monter tel petit projet, tu vois, un petit Radio Roue Libre Show, ou demain, je sais pas, un truc de freestyle dans la rue, etc., ou, je sais pas, tu sais, il y avait ce tas de trucs qui faisaient que nous, on avait pu faire éclore l'univers rap. Mais aujourd'hui, tu vois, l'univers rap aujourd'hui, beaucoup de jeunes attendent juste, après mon premier single, je dois percer. C'est mort. Et nous, en fait, le travail de Radio Roue Libre était de leur apprendre. On continue. On sait que ça, c'est un combat qui va durer des années avant qu'on puisse vraiment avoir, par exemple, un single rap qui se positionne, tu vois, sur toute une grosse PFE, c'est-à-dire Cotonou, Boy, Compa, etc. Chanter, qui circule. Voilà. Ça, c'est le travail qu'on va faire. Sinon, le rap qu'on entend aujourd'hui, il y a de bons rappeurs. Mais ils se comptent vraiment au bout des doigts. Et quand ils se comptent au bout des doigts, le problème qui suit, c'est qu'ils ne sont pas productifs. Et il n'y a aucun rap game, en fait, sans productivité. Aujourd'hui, ce qu'ils appellent peut-être la productivité, c'est de rentrer dans les clashs, tu vois. Ils rentrent dans les clashs, et l'adversaire, peut-être, il ne répond pas. Parce que je te donne un exemple sur Radio Roue Libre, il y a 2 jeunes qui sont venus. Il y a un qui était en train de pull-up, on l'appelle Wadoud. Il y a un autre, on ne sait pas d'où il est sorti, il est venu avec tout son crew. Il a attaqué l'autre directement, tu vois. Le clash, il a commencé. Wadoud, il a dit, moi, je suis déjà assez connu, moi, je ne te réponds pas. L'autre, il a dit, non, moi, je vais te harceler, tu vois. Il le harcèle. Donc, du coup, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de réponse et ça va s'éteindre. Je ne suis pas très pour les clashs, mais tant que ça reste musical, tu vois, ça passe. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que tu as pensé du clash entre Vano Crisba? Je vais me mettre dans la sauce. Mais bon, après, tu sais, c'était un bon move. C'est un bon move. Moi, j'ai suivi l'épisode. Au début, je ne savais même pas comment ça... Je te raconte même tout, pratiquement. Au début, je ne savais pas du tout que c'était un clash. Tu vois, moi, le Radio Roue Libre de l'année dernière, je devais le faire, je devais recevoir Crisba.
je suis rentré en décembre, je disais à Chris Ba, il faut qu'on fasse notre radio roue libre. Quand je partais en février, c'est la veille que Chris Ba m'appelle. Ouais. Il me dit, ah ouais, il faut qu'on fasse ton bail. Ah, tu sais, j'ai pas eu le temps. Il dit, oh mon gars, moi je pars demain, mon vol, c'est demain, c'est mort. Il dit, on repousse. J'ai dit, non, ouais, je peux pas, je dois aller chercher les sous, tu vois. Bizarrement, le soir, là, je me pointe à Canal Olympia, j'étais avec madame. On est allé regarder un film sur Canal Olympia, au Sofitel, là. Ouais. On croise Vano, qui était venu aussi lui-même regarder un film. Donc, je croise Vano la même soirée où Chris Ba vient de m'appeler, je viens d'arriver au Sofitel. Je croise Vano, Van me dit, mais écoute, toi, il me parle, il me dit, ouais, tu sais, il m'a clashé, nanana. Bon, tu vois, il y a un son et puis il y a les fans qui parlent. Moi, je lui pose une question directe, je lui dis, ah, Vano, est-ce que tu vas rentrer dans le clash? Tu sais ce qu'il m'a dit? Tu sais, Vano, c'est quelqu'un avec qui je discutais entre-temps, mais quand il me parle, souvent, j'écoute parce que je trouve qu'il a une vision assez... Il a une bonne lecture du Exactement. jeu. Ouais. Il me dit, le souci de cette histoire, moi, en vrai de vrai, j'ai rien à perdre. Il va continuer. Je ne répète pas ces mots exactement, hein, tu vois, pour ne pas dire beaucoup de conneries. Il dit, moi, j'ai rien à perdre, tu vois. Moi, demain, je vais continuer à faire mes hits. Ça va pas changer. Mais pour le rap, tu sais, il a assez donné. Il a assez donné, même quand il faisait ses hits, tout ça. Je me rappelle, il y avait une émission sur laquelle il était venu, il disait, écoute, mes mecs, il disait au gars qui animait, je cherche toujours un moyen de pouvoir faire éclore le rap, mais je sais qu'il n'y a pas de suivi réel, tu vois. Donc, je ne veux pas être le seul à danser dans cette danse, mais j'y réfléchis toujours, tu vois. Et c'est là, il me dit, mais écoute, moi, j'ai rien à perdre, mais j'y pense. Si je veux, je rentre dedans, mais ça va être quoi le modèle économique, tu vois. Et ça, sincèrement, nous tous, on a pensé, qu'est-ce que ça va être le modèle économique? Ça a commencé, moi, je trouve que ça a été une très belle initiative de Chris Ba. Et Chris Ba, c'est quelqu'un, il faut le dire, sur toute sa carrière, c'est quelqu'un... Tu vois, il rappe et ça marche parce que, tu sais, dans le rap, il faut prendre position. Ouais. C'est quelqu'un qui a toujours pris position, que ce soit pour ses pairs rappeurs, que ce soit pour d'autres artistes. Et ça l'a beaucoup desservi aussi. Que ce soit pour le rap lui-même, tu vois, il a lutté beaucoup pour ça. Et dans cette prise de position en allant à ce clash, tu vois, en plus, c'était fondé, hein, parce qu'entre les deux, il y avait eu des pics. L'un était passé sur une émission. Oui, l'un était passé sur une émission, je pense que c'était chez Stéphanie Moncho, tu vois, et puis l'autre est revenu donner un droit de réponse, tu vois. Et après, donc les causes sont profondes en fait. Ouais, il y avait une friction. Après, d'autres parlent de feat qui a été refusé, etc., etc. Il y avait des frictions qui étaient là, mais tu vois, mais c'était pas de vraies frictions. C'est comme si moi je rappelle toujours que je me retrouvais en classe avec Greg, tout ça. C'était un peu ça. Donc, il y avait ces petites frictions-là, et lui, il balance le bail. Il balance... Très bon son, hein. Et ça, je le dis, meilleur son de rap de l'année, moi je le dis, ça va rester numéro 1. Bien écrit, la prod, le clip, tout et tout, l'impact en fait, au moins sur Internet, tu vois, du son et tout, c'est clair. Tu vois, donc quand il balance ça fait jacasser, tu vois. Puis il y avait cette mauvaise publicité que beaucoup de gens faisaient à Vano, tu sais, il faut que tu fasses un album. Au-delà de ça, tu ne rappes plus. Mais moi je dis, mais à un moment, arrêtez de dire ça parce que citez-moi, dans toutes les sorties de Vano, citez-moi où est-ce qu'il ne rappe pas. Les sons, va prendre peut-être Fiter, etc. Mais c'est quelques sons en fait qui sont... Mais il y a toujours un couplet rap quelque part. Il y a toujours un couplet rap. Tu vois, il fait des feats de gauche à droite. C'est toujours des feats rap. Le Renoir, Connex et Don, Axel Merrill, etc. C'est toujours des couplets rap, tu vois. Mais les gens semblent ignorer ça et ne regardent que les trucs qui ont fait 10 millions de vues, tu vois. Mais moi, je pense que Vano, aujourd'hui, il est tellement plus grand que le rap que les gens ne le voient même plus en tant que rappeur. Et je pense, là, ça va faire 10 ans qu'il est là. Il y a des gens qui ont commencé à vraiment écouter Vano depuis 5 ans. Si tu as commencé à vraiment écouter Vano, depuis 5 ans, tu ne connais pas le Vano rappeur, en fait. Donc, tu es en mode, oui, c'est un chanteur. Tu le vois plus en tant que rappeur. Et aujourd'hui, il est plus big que le rap. C'est un artiste. Il s'assied à la table des artistes. Oui, des artistes, effectivement. Tu vois? Pas des rappeurs. Aujourd'hui, je pense même qu'une personne âgée ne le considérait même pas comme un rappeur. Voilà. Comme il y a peut-être 10 ans qu'il faisait encore les sons rap et tout, tu vois. Donc, c'est ça. Donc, il y a ce placement de titres qui va, et c'est pour ça il dit qu'est-ce que moi j'ai à perdre, parce qu'en vrai de vrai il perd rien, ça va se limiter sur Facebook, tu vois, les gens ont crié, tu vois, c'est allé un peu sur TikTok, mais ce qui est bien, c'est rentrer sur TikTok, mais c'était pas la musique qui intéressait, c'était le clash, tu vois, le Béret, les gens qui ça. Exactement, tu vois, donc grâce à ce Béret, effectivement, tu sais, ils auraient pu faire un grand truc, mais après, tu sais, en bon béninois, tu vois, il y a des clans qui ont commencé à se former, mais très vite, tu vois, des clans qui ont commencé à se former et le clash est rentré
c'est sorti de la musicalité, vraiment. C'est normal. C'est des choses qui arrivent. C'est sorti de la musicalité et c'est rentré dans des petits coups bas. Je ne maîtrise pas les tenants, les aboutissants, hein, mais c'est rentré dans les petits... Tu vois, les TikTokers se sont mêlés. Généralement, quand les TikTokers aussi se mêlent, tu vois, ils foutent le bordel. Ils ont foutu le bordel. Ils ont dit des choses à Vano. Ils ont dit des choses sur Chris Ba. Ils ont dit des choses de Vano et tout et tout. Donc, au finish, tu vois, Vano a dit, écoutez, je voulais vous faire le plaisir. Et c'est pour ça que les gens disent, je défends Vano. Je défends pas. Je voulais vous faire le plaisir, en fait, de participer à ce clash, mais après, le bordel que vous avez foutu, moi, ça n'arrange pas mon image. Parce qu'après, il a une image. Tu vois, l'Algérie, Celtics, etc. C'est clair. Me retrouver dans ça, en fait, moi, je peux perdre des dizaines de contrats pour un truc qui ne va pas me rapporter un rond. Tu vois. C'est pas comme si, en matière de stream, il a récupéré. Il n'y a pas de modèle économique entre les deux où ils conviennent d'un truc où il n'y a même pas un producteur. On va faire un événement, voilà. On est sur scène et truc là pour créer... Exact. Et tu sais que ça reste du rap. Il n'y a aucun promoteur d'événement qui va se réveiller et dire, ok, d'accord, moi je vais investir et faire un truc où tu vois... Un octogone. Il n'y a rien qui va rapporter du cash. Tu vois, donc il a dit, ok, moi je préfère aller chercher mon... Tu vois, récemment il a acheté ces 2 voitures, donc il se pavane avec, tu vois. Donc c'est ça. C'est ça. Donc du coup, après c'était un bon move. Ça a permis, comme je le dis, c'est des séquences de choses qui ont permis de pouvoir réveiller un peu plus les rappeurs. Ouais. Mais pour toi, aujourd'hui, c'est qui le meilleur rappeur au Bénin? Chris Ba. Ok. Ouais. D'accord. Tu as le meilleur rappeur au Bénin, quoi. Aujourd'hui, aujourd'hui, Chris Ba. Tu vois. Okay. Après, moi, j'aime bien... Sur quels critères tu te bases? L'écriture. Ok. L'écriture, le flow, tu vois. La régularité, l'impact. Ouais, l'impact et la popularité aussi. Quand je mets tout ça, je pense que... je pense pas qu'il y ait quelqu'un aujourd'hui, et ça je le dis, qui va se lever en rap français, minimum, en rap français, et dire, ok, d'accord, aujourd'hui, si je veux faire du rap, je vais rapper plus que Chris Ba. Sincèrement, je pense pas. Il y en a pas. C'est-à-dire, il y a des gens qui rappent bien. Il y a, tu vois, par exemple, je fais un gros big up à des gars comme Ozyrix et tout, tu vois. Ils rappent très bien, tu vois. Mais c'est-à-dire, pour moi, le top 1... À ce level-là, À ce level-là, oui. Tu vois, par exemple, parce que je me dis, si un Ozyrix, parce que lui, je pense, je le mets en niveau 2, et je prends vraiment tout ce qu'on appelle une nouvelle génération, parce que eux, c'est peut-être la même génération. Ozyrix, c'est autant ancien que Chris Ba. Ok. Tu vois. Mais les nouveaux, non, il y a du flow. Il y a de la perfection qui vient, mais ce level-là, non, en tout cas, pas en termes d'écriture, tu vois. C'est un peu ça, pour moi. Maintenant, bon, s'il y a d'autres qui en connaissent, ils n'ont qu'à envoyer leurs adversaires, et puis le gars, il a dit, tabasse toute génération confondue, tu vois. Mais il y a un pic que moi, j'en vois souvent, je me dis, faute d'adversaire, coriace aussi, parfois tu te retrouves à être le premier. Ouais, moi, je pense que c'est ça. Après, il a le mérite de mettre la ceinture en jeu et de dire je suis le meilleur. Maintenant, que ceux qui ont envie d'y aller, y aillent. Tu vois, on peut pas, s'il n'y a pas de gens qui viennent se frotter, on peut pas savoir. En fait, savoir, tu vois, du coup. Et aussi dans la sphère dans laquelle il est actuellement, je pense pas qu'il y ait vraiment un gros adversaire. Tu vois. Par contre, si je le remets dans notre époque, je ne sais pas s'il aurait pu tenir ainsi. Je ne sais pas. Bon, on ne peut pas repartir dans le passé, donc... Exactement. Meilleur rappeur, pour l'instant, prends ta chose et puis bravo. Voilà. Bah écoute, on va faire un petit jeu rapide. Wadoud ou Benzi Gucci? Aïe. Si je devrais... C'est compliqué. Tu sais pourquoi c'est compliqué? Parce que si je devrais produire un des deux... sur le stand, tu vois, Wadoud, il a une dégaine, il a de quoi toucher, tu vois, il a des onomatopées, en fait, qui touchent le public et tout. Ouais, je prends. Mais tu sais, moi, je suis d'une certaine époque, quand j'écoute Benzi, à part le fait que, bon, il a des fins de rimes qui font, tu vois, le bito, tu vois, à part ça, sincèrement, je l'ai eu il est pas mal. Il est pas mal, il est pas mal du tout. Lui, je le prends... je fais quelques mois avec lui, je prends ça, je roste tous les autres rappeurs avec lui. Tu vois, c'est un peu ça. Voilà. Ok, le Renoir ou Bosca? Tu deviens malsain dans tes questions. C'est chaud. Bosca aujourd'hui, visuellement, il m'accroche. Mais de fou, c'est-à-dire pour moi, il lave tout le monde. Visuellement, il m'accroche.
il commence à venir, il commence à comprendre le truc, il commence à envoyer dans la régularité. Il sait ce qu'il fait, tu vois. Donc, du coup, moi, je dirais Bosca. Après, le Renoir a fait un très bon projet cette année. Il a fait un très, très bon projet, Marchand de coton. Tu vois, pour moi, ça reste dans les EP. Si je devais faire un top 5 des EP de l'année, il est forcément dans ce top 5 et forcément, je suis sûr qu'il n'est pas 5e. Tu vois. Mais Bosca, visuellement, il m'accroche et tout et tout. J'ai vraiment envie d'aller écouter à chaque fois qu'il sort, quoi, tu vois. Renoir, ça fait un moment qu'il n'est pas sorti. Et puis, je pense qu'après, il s'est retrouvé dans des... Pas dans des petites polémiques, hein, mais bon, il s'est retrouvé dans plein de trucs. Je trouve qu'il s'est un peu perdu dans ce combat-là, au lieu de nous vendre beaucoup plus son EP. Donc, aujourd'hui, Bosca, voilà. Ok. C'est quoi le problème avec Pas de Blaze? Oh! En fait, je te dis, c'est très simple, hein. C'est un jeune comme moi. C'est un jeune... Tu sais, quand moi, je faisais en guise de rappel, si tu te souviens de ce son, c'est un des jeunes qui reprenait, tu vois, le challenge, qui venait rapper dessus. Tu vois, c'est un gars que je vois, je me dis, ah, ça, j'ai envie de produire, mais j'ai pas les moyens de produire, tu vois, mais j'accompagne. Je donne des conseils tout le temps, matin, midi, soir, tu vois. Et j'en donne. Et quand j'ai l'occasion de faire un big up, je le fais, tu vois. Après, le gros problème, c'est que il faut dire que je pense qu'il y a un épisode qui l'a marqué. Il n'a pas kiffé, je comprends. Je pense que c'est l'épisode d'Adjapiano. Il disait, ouais, les gens qui font du Adjapiano. Nous, dans le temps, on était à fond derrière la promo du Adjapiano parce qu'on dit c'est un truc national. On n'a pas de musique de chez nous. On ne va pas laisser un clown en fait, venir taper dedans, tu vois. Donc, il s'approche un peu trop de ce que nous, on défend, de ce que moi, je défends, tu vois. Et ce que ma team défendait. Et puis, je lui dis, il dit, ouais, lui, il peut faire mieux que... il y avait X-Time qui avait un challenge, etc. Il dit, il peut faire mieux. Donc, les gens lui donnent le challenge. Il doit faire mieux. Il fait pas mieux. Tu vois, les rappeurs qui parlent beaucoup. Blablabla. Il fait pas mieux aux yeux de tout le monde. C'est pas à mes yeux, tu vois, aux yeux de tout le monde. Et je dis, moi, je suis dans les tacles. Moi, j'ai taclé ça, frac, matin, midi, soir. Et j'étais pas le seul à tacler. Hein. Je pense qu'on faisait même des lives. Je pense même Chris Ball lui reprochait les mêmes bails. Avant, il rappait même, tu vois, il avait un accent ivoirien, tout ça. On disait, non, mais laisse tomber. Tu rappes bien, continue, etc. Il fait beaucoup de promesses et tout, etc. Laisse des promesses. C'est difficile, on sait que c'est difficile, mais arrête de promettre, va sur le droit du sujet, quoi, tu vois. Après, je rentre, je dois faire Radio Roulip. On se croise sur le Radio Roulip Show. Je l'invite, tu vois. Il vient déjà avec la team du Dalash. Donc, je tourne leur émission, tout et tout. Je monte, j'envoie. Après ça, il revient avec un de ses potes. Je pense qu'il revient avec Agouda Boy, tu vois. Et je les réenregistre. C'est-à-dire, lui seul, il a eu droit à 2 émissions, tout ça. Je monte, j'apprends qu'il a signé, tu vois. Et le truc, en fait, il y a ce détail, il est fan de Imra, moi, je défends Dizibé. Tu vois, les gens me disent, ouais, t'es fan de Dizibé, mais il y a des sons de Dizibé, je peux même pas te les chanter, tu vois. Donc, il est fan de Imra, donc dès qu'il y a moi, j'ai besoin de cette actualité-là. Parce que tu sais, quand tu parles normalement, moi, j'ai pas assez d'audience. Quand tu parles normalement, les gens, ils t'écoutent pas. Mais ça c'est fou sur les réseaux, parce que sur Facebook de Cotonou Boy, je peux enchaîner 10 publications, il n'y a rien, tu mets Imra. C'est le feu. Il y a une fois, on a fait un truc. La veille, on a dit Imra est meilleur que Didi B. Feu. Le lendemain, on a dit Didi B est meilleur que Imra. Feu. Les gars, ils viennent insulter. Le truc, le troisième jour, ni l'un ni l'autre ne sont bons. Feu. Exact. Que quand tu reviens sur les trucs, rien. C'est un truc de malade. Donc, du coup, si tu vois les périodes, par exemple, je te dis actuellement, j'ai Radio Roulip Show demain. Mais depuis 3 jours, je ne fais que d'être taclé. Donc, du coup, ils sont là. Et quand je finis l'appel, je dis, il y a Radio Roulip demain, venez. Tu vois, moi, c'est ma technique. Tu vois. Après, ceux qui veulent comprendre, ils vont comprendre. Mais, il est fan d'Imra. Donc, du coup, à chaque fois qu'il y a que je commente un post ou je fais un post, où il y a quelqu'un qui se met à m'insulter sur Internet, tu vois, il est là-bas. Puis, il participe à ça. Malgré ça, je le vois, je lui dis, mais mec, oui, doucement, doucement. Les histoires là, oublie pas que t'es artiste, tu vois. Tu devrais pas tomber. Après, il dit aux gens, non, c'est mon compte perso. Non, Joe, on sait que c'est ton compte, on sait que c'est toi, donc va là-bas. Tu vois. Donc, je le reçois 2 fois, je monte son émission, j'apprends qu'il a signé. Tu vois, je lui écris moi-même, je lui dis, ah, tu as signé, ce que je peux faire pour toi, tu as tourné ton émission, je la monte, je te l'envoie, on pose ça, va te faire du contenu, tu vois, avec toi et tout. Donc, j'envoie encore. Tu vois. On fait Balou, je le passe pas. Parce qu'il n'a que 2 ou 3 freestyles. Je vais pas passer. Bon, ok, d'accord. T'es Balou, tu viens, je te joue un freestyle de 30 secondes, 1 minute à un gars. Ah ouais, il est fort, ok, je vais écouter autre chose. Il n'a pas de son, je fais quoi? C'est ça que moi je vais présenter, je peux pas. Tu vois, donc du coup, je le passe pas.
Encore que j'aurais bien voulu peut-être le passer. Peut-être, s'il y avait eu plus de temps, j'aurais pu dire, ok, d'accord, il y a tel gamin qui est là, machin, passe-le. Aujourd'hui, c'est plus un gamin, c'est un père de famille par contre. Tu vois? Donc, je le passe pas. Le lendemain, je vois, il va faire un son, il balance des pics sur moi. Moi, je rigole, bien entendu. Tu vois, je rigole, je laisse passer. Après ça, il y a son pote, il travaille avec Ronnie. Parce qu'on peut citer les noms, et après, c'est Internet. Il travaille avec Ronnie. Ronnie, je vois, il fait un son, ça parle de moi. J'ai rigolé. Tu vois, j'ai rigolé, j'ai rien dit. Ma additive le tag, ma additive lui demande, mais toi, t'as parlé de qui dans le son? Il prend le temps de d'écrire que c'est de moi il parlait. Mais avant ça, il y a un petit bif qui s'est cramé à la suite de Balou parce qu'une personne très proche de Ronnie est tombée dans mon inbox, m'a écrit des insanités. Elle est allée sur Internet, elle a écrit des insanités matin, midi, soir, donc on s'est bien arrangé la figure sur Internet, tu vois. Donc, pas de blague aussi, il rentre dans ça parce qu'il bosse avec Ronnie, il se dit, ok, d'accord, moi, par loyauté. Je dis, mais tu me parles de quelle loyauté? Moi, j'ai vécu avec Ronnie, tu veux pas me parler de loyauté? C'est comme toi et moi. C'est pas un grec qui va venir nous détacher, c'est pas toi qui va venir me détacher de Ronnie, c'est pas possible, tu vois. Donc, il y a plein d'histoires qui fusent de gauche à droite. Ça part dans des insultes. Après, je vois, il se met à insulter mon père et ma mère. Je dis, toi, je vais t'attacher à mort. Donc, c'est pour ça que j'ai taclé à mort, tu vois, tranquille. C'est le game. Ouais, c'est le game. C'est le game. Et je lui souhaite beaucoup de courage, sincèrement, beaucoup de courage. Après, tu vois, après c'est un bon rappeur. Quoi qu'on me dise, c'est un bon rappeur. Mais je dis aujourd'hui, tu sais, nous, on est passé par l'étape de bon rappeur. Ça te rapporte quoi, tu vois? Il faut que tu puisses structurer ta musique, il faut que tu puisses accrocher. Et chaque jour, il y a des gens qui naissent, il y a des gens qui ne sont peut-être moins bons que toi, hein, qui vont prendre le dessus, tu vois. Donc, il faut que tu puisses t'adapter, rester dans le temps. Sinon, tu vas te frustrer, te dire que les gens ne t'aiment pas, le public béninois ne t'aime pas, mais c'est une fausse réalité. Quand tu vas te réveiller, ce serait trop tard, quoi. Ça, c'est tout. Très bien. On arrive sur la fin de l'entretien. Je vais terminer par cette question. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu auras été plus utile au game en tant qu'artiste ou en tant que média? Ah, tu vois, le don c'est pour ça, tu sais, j'ai beaucoup appris de toi en tant que community manager dans les médias aussi. Tu as le don de poser des questions vraiment qui te poussent à réfléchir, à donner des super réponses. Merci. Tu vois. Et en tant qu'artiste, je pense que sur mon parcours, beaucoup de gens banalisent mon parcours, mais c'est-à-dire, quand tu prends mon parcours, tu sais ce qu'il faut faire pour atteindre tes objectifs sans un rond. Tu vois, et quand tu prends ça, moi je vois par exemple, j'ai vu tu as fait une émission avec Jeki là où il y a des gens qui disaient ouais, quel héritage vous avez laissé? Moi je dis mais vous pouvez pas dire ça parce que c'est comme si on disait à RTS quel héritage vous avez laissé? Ils ont fait un festival, c'est à nous de dire à nous il y avait un festival, demain il faut qu'on puisse refaire un festival comme eux, c'est ça l'héritage en fait. Tu vois, c'est comme tu fais Cotton Boy, le show cette émission aujourd'hui, demain il faut qu'il y ait des gens qui puissent regarder. Même si ça ne continue plus, se dire, lui, il faisait ça comme ça, il arrivait à atteindre telle cible, il faisait... Moi, je dois aimer... C'est ça l'héritage, en fait, de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, en tant qu'artiste, je sais que j'ai un héritage qui est là, que les gens peuvent exploiter. En tant que média, disons que je fais 2 à 4 à 10 fois plus, hein, parce qu'aujourd'hui, quand je suis en live, c'est que je reçois plein d'artistes, une dizaine, vingtaine par jour, je vais dire, ok, d'accord, toi, ton son, tu pourrais l'améliorer de tel, avec l'expérience que j'ai acquise en tant qu'artiste et tout, tu vois, et ça leur profite. Donc, des deux côtés, je pense qu'en tant que média, effectivement, quand je fais la synthèse, j'apporte vraiment beaucoup plus. Et ça, c'est ce que j'aime dans ce que je fais. J'apporte vraiment beaucoup plus, en fait, à tout ce qui est showbiz béninois. Je dirais pas rap game, mais vraiment showbiz béninois, surtout au niveau des jeunes, etc. Ça, j'apporte beaucoup en matière de médias, Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose, que je t'ai pas posée? Je sais qu'il y a un truc, mais j'arrive pas à me souvenir. Dommage. Bon, de toute façon, je pense qu'on va refaire des émissions. Et, bah, écoute, je vais pas dire le mot de la fin, mais je te dirais où est-ce que tu te vois et où est-ce que tu vois Radio Roue Libre dans 5 ans? Dans 5 ans? Ouais. On va faire ce que Radies a fait. Festival? Forcément. Ok. Forcément. Nice. Festival, gros ivoire du hip-hop et tout. Ouais. Voilà, il n'y en a pas, donc... C'est ça la vision. Faire. Voilà, c'est ça la vision, en fait. Bah, écoute. C'est vrai, tout est structuré, donc rendez-vous dans 5 ans. Ok, bah, écoute, le rendez-vous est pris. Super. Et puis, bah, à toi et à toute ta team, on vous souhaite bon vent. Merci beaucoup. Et beaucoup de courage parce que bah, plus on avance dans le temps, plus on se retrouve entre passionnés. Ouais.
Et on se regarde et on se dit, bon, où est-ce qu'on va? On ne sait pas où est-ce qu'on va, mais la passion nous pousse. Donc, que la passion vous... Au jour le jour. Un vous, tout petit vous peu booste. comme toi. Ouais, c'est ça. Et on est ensemble sur la route. On va dire ça comme ça. Voilà. Et tant qu'on reste en roue libre. C'est ça. Et qu'on ne doit rien à personne. Ça marche. Super. Allez, merci Merci Blito. beaucoup. Super. On est ensemble. Cotonou Boy Show.